Bonjour tout le monde, c'est bon, on peut commencer. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à cette invitation, à participer à cette présentation de la conférence de presse qui verra la présentation de notre rapport de la supervision bancaire au titre de 2024. C'est la 21e édition de présentation du rapport. Et voilà, je voudrais juste signaler qu'à la fin de cette séance, il y aura voilà, des clés qui seront remises, clés USB, et qui vont intégrer tous les éléments par rapport à cette conférence, la présentation qui sera déroulée, les communiqués en langue française et arabe, ainsi que le rapport en version électronique. Et je souligne également que le rapport il sera mis en ligne sur le portail de Banque Maghreb, ainsi que sur les différents canaux digitaux de la Banque centrale. Alors voilà, sans tarder, on commence la présentation de notre rapport. Alors si vous êtes prêts, on va le dérouler selon la présentation habituelle. Alors tout d'abord, nous allons présenter le développement de la structure du système bancaire. Après, on va procéder à un examen de l'évolution de l'activité et de la rentabilité des établissements de crédit et organismes assimilés avant de présenter un bilan de l'évolution des risques. Et ensuite, nous aborderons les principales avancées et réformes qui ont concerné le système bancaire sur le plan législatif et réglementaire. Et enfin, nous allons présenter la partie relative à l'activité de contrôle et de supervision des établissements de crédit. Alors, concernant la structure du paysage bancaire, celle-ci reflète une dynamique assez active des acteurs de marché. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter, c'est que l'année 2024, elle a connu l'agrément par Banque Maghreb de 2 nouveaux établissements de paiement et 3 sociétés de crowdfunding ou de financement collaboratif. Ainsi, le nombre d'établissements de crédit et organismes assujettis au contrôle de Banque Maghreb est passé de 88 établissements en 2023 à 93 en 2024, répartis entre 24 banques conventionnelles, dont 5 participatives, et le nombre de sociétés de financement s'est maintenu à 29. Pareil pour les banques offshore, qui s'établissent à 6, et les associations de microcrédit à 11. En revanche, le nombre des établissements de paiement, il passe à 18. À 18 avec les nouveaux agréments qu'on a accordés. Et pour la nouvelle catégorie qui vient d'être ajoutée au niveau de notre structure globale, qui concerne les sociétés de crowdfunding, voilà, on a 3. 2 qui sont spécialisées en dons et prêts avec et sans intérêt. Et une qui est spécialisée uniquement en dons. Alors, en plus de ces sociétés de financement collaboratif, on a la caisse de dépôt et de gestion, et également la société de garantie de financement de l'entreprise, au Temwilcom. Alors, le total actif des banques conventionnelles et participatives que vous voyez sur le tableau à gauche, voilà, au niveau de la dernière colonne, il représente 83% des totals actifs du système bancaire. Alors, celui des sociétés de financement, il représente 6,1%, suivi des banques offshore qui occupent une part de 1,8%, tandis que les institutions de microfinance représentent 0,5%. Et les établissements de paiement représentent 0,3% de part du total actif. Les 8,3% qui voilà, restants, ils correspondent à la part total actif de la CDG et de Temwilcom et de la SNGFE. Sur le graphique en haut à droite qui présente la concentration bancaire en termes d'actionnariat, les banques à capital privé marocains ont vu leur part augmenter à 73,4% en 2024, après 67,2% en 2023, au détriment des banques à capital majoritairement étrangers, qui occupent désormais une part de 4,9%, après 11,3% en 2023. Alors la part des banques à capital majoritairement public, elle ressort toujours à 21,7%, après voilà, 21,5% en 2023. Donc ce mouvement, il est lié essentiellement à une opération d'acquisition du contrôle d'une banque à intérêt étranger par un groupe bancaire marocain. En termes de concentration du total actif par taille, alors en bas à droite, au niveau du graphique, il est démontré que la concentration de l'activité bancaire a connu une légère reprise avec la part des 5 plus grandes banques, voilà, dans le total actif du secteur, qui s'est situé à 76%, après 75,7% en 2023. Et celle des 3 premières banques, qui s'est située à 61,9%, après 61,7% en 2023. Alors, en termes de réseau,
Alors, on constate que le réseau d'agences bancaires a poursuivi sa tendance baissière observée depuis quelques années, voilà, au profit d'une part des canaux digitaux, à travers les applications mobiles ou l'accès à la banque en ligne pour la réalisation des opérations bancaires. Donc, à ce titre, le réseau il ressort en 2024 à 5 692 agences, moins 113 unités comparativement à 2023. En revanche, le parc des guichets automatiques bancaires, il continue de progresser, soit plus 86 unités, nouveau gap entre 2023 et 2024 avec un total de 8 328 gaps. À noter que de cela, nous avons le réseau des établissements de paiement qui a poursuivi sa croissance pour s'établir à 32 221 points physiques à fin 2024. Hors agence bancaire, soit un additionnel pour 2024 de 6 328 points physiques, dont 6 240 points physiques de mandataires. Alors, pour ce qui est des associations de microcrédit, le réseau il a connu une hausse soit de 20 unités à 1673 points de vente en 2024, après une baisse de 25 unités enregistrée en 2023. En termes de détention de comptes bancaires, on constate que ce taux il est passé de 54% à 58% en 2024. Ce qui veut dire que 58% de la population marocaine détient un compte bancaire. Donc, pour le nombre de comptes bancaires, celui-ci il ressort totalement à 38,2 millions de comptes, affichant une hausse de près de 2 millions de comptes d'une année à l'autre. Et sur la partie à droite, le nombre de comptes de paiement ressort à 13,8 millions de comptes, en hausse de 3,5 millions sur une année glissante. Alors cette évolution elle est soutenue notamment par les ouvertures de comptes en lien avec les programmes sociaux déployés par le gouvernement depuis 2023, c'est le programme d'aide sociale directe. Par ailleurs, par niveau, on constate au niveau des comptes de paiement qu'une part assez importante de ces comptes, elle revient en compte de niveau 3, c'est-à-dire les comptes qui peuvent aller jusqu'à maximum 20 000 dirhams et qui continuent de progresser à un rythme soutenu à 38%, après 29% en 2023, et au détriment des comptes de niveau 1, dont le solde inférieur ne dépasse pas les 200 dirhams, et le niveau 2 qui peut aller jusqu'à 5 000 dirhams. Et dans les parts, ils ont reculé à 31% chacune, après 35% et 36% respectivement en 2023. Enfin, le nombre de comptes ouverts par les commerçants a également progressé de 8% pour s'établir à près de 56 000 comptes acceptant les paiements via M-Wallet. En termes de présence géographique, alors nous avons observé cette année que la présence à l'international des groupes bancaires marocains est restée inchangée. Alors cette présence, il demeure sans changement par rapport à 2023 pour le continent africain, avec 27 pays également au niveau de l'Europe et 7 pays ainsi qu'au niveau de l'Asie avec 2 pays. Alors en Afrique, les groupes bancaires marocains, ils sont présents à travers 45 filiales et 4 succursales réparties au niveau des pays en Afrique de l'Ouest, dont 8 dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 6 pays en Afrique centrale et 6 pays en Afrique de l'Est, et 3 en Afrique du Nord et 2 pays en Afrique australe. Alors, dans le reste du monde, ils sont implantés en Europe à travers 6 filiales et 16 succursales dans 7 pays, et en Asie à travers 2 succursales dans 2 pays. Aussi, le réseau à l'international il a augmenté de 105 agences pour s'établir à 1758 agences, dont 1615 se situent sur le continent africain. Alors, s'agissant de l'activité crédit, maintenant on passe à l'activité crédit. À ce niveau, il est observé une hausse de l'encours du crédit bancaire de 4,6% à 1162 milliards de dirhams. Et cette évolution elle a été soutenue par les crédits aux entreprises non financières privées dans l'encours, s'est accru de 2,2% à 483 milliards de dirhams, tiré par l'accélération des crédits à l'équipement en lien avec les projets d'investissement dans lesquels le Maroc s'est engagé en préparation des événements sportifs Cannes et Coupe du Monde, Cannes 2025 et Coupe du Monde 2030. Et pour les crédits aux ménages, la progression a ralenti 1,2 après 1,3 en 2023 et à 323 milliards de dirhams en relation avec la décélération des crédits à l'habitat. Alors cette tendance se confirme quand on regarde la répartition des crédits par objet économique, comme vous le voyez au niveau du graphique en bas. Alors les crédits à l'équipement, ils ont connu une accélération de 18,7% à 281 milliards en lien avec les projets
d'infrastructure, comme j'ai évoqué, suivi des crédits de trésorerie qui ont connu une hausse de 1,2% à 259 milliards et des crédits de consommation de 0,9 à 56 milliards et des crédits immobiliers qui ont augmenté de 1% en 2024 à 280 milliards, reflétant une hausse des crédits à la promotion immobilière et de 2,6% à 57,8 milliards, et celle des crédits de l'habitat, voilà, qui a augmenté de 0,6% à 222 milliards. Alors, en revanche, les créances acquises par affacturage accusent une baisse de 22,4% en 2024, voilà, ce qui est justifié principalement par l'amortissement du crédit TVA. Et au niveau voilà, de ce slide, nous allons présenter quelques éléments d'information par rapport aux dernières situations arrêtées à fin mai 2025 de certains programmes de prêts garantis, notamment le Daman et Intelaka. Alors, pour ce qui est des prêts de trésorerie Daman Oxygène, qui avaient bénéficié à plus de 34 000 entreprises, il a donné lieu à des décaissements de l'ordre de 13,7 milliards de dirhams. Alors, le remboursement se poursuit avec un encours à fin mai de 3 milliards. Il en est de même pour le programme Daman Relance, qui avait bénéficié à près de 33 000 entreprises pour un montant décaissé de 35 milliards de dirhams. L'encours compte non tenu des remboursements qui ont été opérés par les entreprises, il ressort à fin mai à 14,9 milliards de dirhams. Alors enfin, en ce qui concerne le programme de financement Telaka, voilà Telaka, le crédit il a donné lieu à l'accompagnement de près de 33 000 porteurs de projets pour un encours de 5,4 milliards de dirhams, dont 18 accordés à des promoteurs femmes et 17,2% à bénéficier à des projets dans le milieu rural. Alors du côté de la collecte des dépôts, ce qu'il convient de mentionner, c'est que la collecte a connu une progression favorable courant 2024 de 9,2%, avec un encours de dépôt qui se situe à 1275 milliards de dirhams, sous l'effet en partie de l'opération d'amnistie fiscale qui a été prévue par la loi de finances 2024. Alors cette dynamique, elle provient des différents types d'agents économiques qui ont contribué à la collecte des dépôts, qu'il s'agisse des particuliers, qui ont connu une progression de 7,3 à 884 milliards de dirhams, et des entreprises qui ont connu une progression de 15,7% à 351 milliards de dirhams. Alors sur le graphique en bas, voilà, qui présente l'évolution des dépôts par catégorie, il ressort que les dépôts à vue ont enregistré une hausse de 11,1%. Les dépôts à terme et les dépôts sous forme de compte d'épargne, ils ont augmenté de 4,7 et 2,6 respectivement, pour atteindre voilà, un encours de près de 134 milliards pour les DAT et 187 milliards pour les comptes surcarnés. Concernant la rentabilité, alors là, la rentabilité, nous constatons que sur base sociale, le résultat des banques a progressé à la faveur des revenus des différentes lignes de métier. Alors pour le produit net bancaire, celui-ci s'est amélioré de 16,3% à 68 milliards de dirhams, tiré par l'activité d'intermédiation ainsi que les opérations de marché. Alors d'une manière plus affinée, plus détaillée, la marge d'intérêt s'est appréciée de 7,3% à 40,2 milliards de dirhams. La marge sur commission a augmenté également de 7,8% à près de 9,7 milliards. Et le résultat des activités de marché a enregistré une progression de 58,5% à 16,4 milliards de dirhams. Alors, s'agissant du coût du risque, visible au niveau du graphique en haut à droite, et s'est accru de 38,5% pour s'établir à 13,1 milliards de dirhams à fin 2024, reflétant principalement une augmentation de la couverture des créances sensibles, notamment qui sont inscrites en watchlist, et dont le taux de couverture est passé de 20,6% à 22,4%. Ainsi, ces évolutions ont fait que la marge globale d'intermédiation des banques elle a progressé par rapport à son niveau de l'année 2023. Elle ressort à fin 2024 à 3,11%, en hausse de 27 points de base, comparativement à 2023, reflétant essentiellement la hausse du taux de rendement moyen des emplois qui augmente de 33 points de base à 4,59. En parallèle, le coût moyen des ressources a enregistré une légère hausse de seulement 6 points de base à 1,48% en lien principalement avec l'optimisation des coûts
sur les dépôts à vue, plus 1 point de base, et les dettes sur les établissements de crédit et assimilés, plus 5 points de base. Alors, de ce fait, le résultat net cumulé des banques, visible sur le graphique en bas à droite, a enregistré une progression significative de 24,1% à 15,7 milliards de dirhams. S'agissant des données sur le compartiment de la banque participative, alors celui-ci démontre que le réseau des banques et fenêtres participatives déployées dans les 12 régions du Maroc a progressé à 206 agences, en hausse de 7 agences 2024 par rapport à 2023. Aussi, au cours de l'année 2024, les financements participatifs, ils ont progressé de manière importante, de près de 20%, à 25,5 milliards de dirhams, sans tenir compte de la marge constatée d'avance. Et les banques participatives, ils ont également drainé 12,1 milliards de dirhams de dépôts à vue et 3,7 milliards de dirhams de dépôts d'investissement. Le nombre de comptes ouverts au niveau de la partie dépôt compte à vue, voilà, c'est établi à 256 000 comptes. En termes de rentabilité, et ça c'est très important à mentionner, le secteur participatif améliore son produit net bancaire qui passe au-dessus de la barre de 1 milliard de dirhams. Alors le résultat cumulé et le ressort bénéficiaire au niveau d'une manière consolidée pour la deuxième année consécutive, s'établissant à 97,4 millions de dirhams après 5,3 millions de dirhams en 2023. À ce stade, on peut dire que le secteur bancaire commence à atteindre l'équilibre en matière de résultats grâce à la montée progressive de ses activités. Pour ce qui est de la vue globale des groupes bancaires, intégrant aussi bien les activités au Maroc, les sociétés de financement, mais également les activités opérées à l'étranger, alors à ce niveau, nous avons constaté une appréciation des performances reflétant une amélioration des activités au Maroc et à l'étranger. Alors le total bilan affiche une hausse de 8,4 annuel à plus de 2400 milliards de dirhams. Et l'on est de même pour le produit net bancaire qui s'est chiffré à 106 milliards de dirhams en progression de près de 14%. Pour ce qui est du coût du risque, nous avons observé la même tendance sur base consolidée que celle observée sur base individuelle au niveau activité Maroc, avec une hausse de 15,2% pour un effort de provisionnement de l'ordre de 18,9 milliards de dirhams. Au total, les 11 groupes bancaires, ils ont clôturé l'exercice 2024 un résultat net par groupe cumulé de 21,3 milliards, en hausse de 25,9% après 20,8% en 2023. Concernant la contribution des activités à l'étranger des 3 groupes bancaires panafricains, alors pour le total actif des filiales implantées à l'étranger des 3 groupes bancaires marocains transfrontaliers, ils contribuent en moyenne à hauteur de 24%. Au total bilan consolidé de ces groupes après 25 l'année dernière, l'année 2023. Concernant la rentabilité, la contribution des résultats réalisés en dehors du Maroc par les 3 groupes bancaires s'est contractée de 2 points à 33%, reflétant les bonnes performances des résultats des groupes bancaires sur le marché marocain. Pour ce qui est des éléments qui concernent les risques et la résilience, alors nous avons constaté une amélioration de la qualité de portefeuille, un renforcement des ratios prudentiels. Alors, donc, comme on peut le voir au niveau du graphique en haut à gauche, l'évolution des créances en souffrance a décéléré à près de 2%, 2,7%, après 6,7% une année auparavant, pour s'établir à 97,4 milliards de dirhams. Et il en résulte un taux de sinistralité de 8,4%, marquant une amélioration d'1 point de base par rapport à 2023. En termes de provisionnement, les banques disposent d'un stock de provisions de l'ordre de 67 milliards de dirhams, en hausse de 4,6%, ce qui induit un taux de provisionnement total de 69%, en amélioration de 2 points de base par rapport à 2023. Alors sur le plan de la liquidité, les banques dégagent une situation largement confortable avec un coefficient de liquidité à court terme, le LCR, observé par les banques conventionnelles de l'ordre de 18,2%, de 182% calculé en moyenne mensuelle sur l'année 2024, largement au-dessus des minimums réglementaires qui est de 100%. Ensuite, en termes de solvabilité, nous avons observé un renforcement des ratios avec un ratio global de solvabilité qui rapporte le volume des fonds propres prudentiels à la somme des actifs nets pondérés
à 16,2%, pour un minimum réglementaire de 12%, et un ratio de fonds propres de catégorie 1, qui reflète le noyau dur des fonds propres et qui est plus à même d'absorber les pertes, et se situe à 13,5% pour un minimum réglementaire de 9%. Alors, s'agissant de l'exposition du secteur bancaire à l'effet de levier et celle du risque taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire qui ressortent globalement maîtrisés. Alors, par rapport au ratio solvabilité, et en complément de ce ratio, le ratio réglementaire de levier qui a été introduit depuis 2021, il rapporte le volume des fonds propres de catégorie 1 des banques à la somme de leurs expositions, bilan et hors bilan, et dont le minimum est fixé à 3%, aligné avec les standards internationaux. Alors, il a atteint en moyenne 7,98% à fin 2024, au même niveau que l'année 2023, ce qui reflète un faible recours des banques marocaines au effet de levier. Par ailleurs, la perte maximale sur la valeur économique des fonds propres moyenne du secteur est de moins 7,92 à fin 2024, après moins 7,87 à fin 2023, ce qui demeure inférieur à la limite réglementaire qui est fixée à 15%. Alors, en ce qui concerne le secteur de la microfinance, qui a clôturé l'exercice avec un résultat net cumulé positif en lien avec l'évolution des activités, alors le nombre de clients des institutions financières ou de microfinance, il ressort à 734 000 bénéficiaires, dont 47% sont des femmes. Les microcrédits accordés, ils ont totalisé un encours brut de 9,5 milliards de dirhams, en hausse de 9,4% par rapport à 2023. Ils sont essentiellement destinés à la micro-entreprise à hauteur de 88% et puis à l'habitat social à hauteur de 11%. Pour les créances en souffrance de la microfinance, ils ont totalisé 452 millions de dirhams, en baisse de 8% par rapport à 2023, soit un taux de risque de 4,7% en raison de la hausse des encours et l'amélioration de la qualité des portefeuilles d'opérations de radiation des créances menées par les IMF. Alors, ces créances en souffrance, ils sont couvertes par des provisions à hauteur de 84%. Alors, le secteur il a clôturé l'exercice 2024 avec un résultat net cumulé positif de 248 millions de dirhams, après un bénéfice de 66 millions de dirhams en 2023. Alors, maintenant, on va passer à la partie qui concerne les principaux indicateurs concernant l'activité de surveillance et de contrôle. Donc, cette année, nous avons poursuivi la conduite des missions de contrôle sur place, dont le nombre il ressort à 18 en 2024, diligentées auprès de plusieurs institutions, banques, sociétés de financement, établissements de paiement. Les domaines couverts par ces missions ont porté cette année sur le dispositif de gouvernance, le dispositif de gestion de maîtrise des risques informatiques et cyber-risques, l'évaluation des dispositifs d'octroi de crédit, le déclassement et provisionnement des créances. Également, ça a porté sur le dispositif de la gestion de la relation banque-client, notamment la clôture de comptes et la délivrance des mains levées, ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors, au terme de ces missions de vérification, il y a des plans d'action correctifs qui ont été demandés aux établissements de crédit concernés par ces missions pour adresser l'ensemble des recommandations formulées par Banque Maghreb et dont la mise en œuvre fait l'objet d'un suivi très régulier. Et dans les cas qui l'ont nécessité et justifié, la banque a prononcé des sanctions à l'égard de ces établissements au nombre de 21 sanctions cette année, dont 10 disciplinaires et 11 pécuniaires à l'encontre de 9 banques, 2 sociétés de financement et 1 établissement de paiement. Alors ces sanctions, ils ont porté notamment sur des lacunes au niveau des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, financement, terrorisme, le dispositif de gestion des cyber-risques, la conformité à la réglementation prudentielle et le dispositif de gestion de la relation banque-client. Alors, dans le domaine des paiements numériques, Banque Maghreb a opéré en 2024 une réforme structurelle du cadre réglementaire régissant les établissements de paiement. Alors, le principe ou l'objectif étant d'accompagner les évolutions de marché, dynamiser l'écosystème de paiement au Maroc et promouvoir l'inclusion financière. Et également, l'objectif ultime, c'est réduire l'utilisation du cash et faciliter l'acheminement des aides sociales. Alors, les principaux axes de la réforme qui a été introduite par Banque Maghreb, ils concernent notamment la levée
la levée de l'obligation réglementaire d'exclusivité des agents de paiement. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui a été levée en laissant le domaine conventionnel, les relations entre les établissements de paiement et les agents de paiement, de convenir de l'opportunité de mettre ou de ne pas mettre en place cette clause. Le deuxième axe, c'est l'extension des services offerts par l'agent détaillant à l'ouverture de compte de niveau 2, sachant que le détaillant était chargé uniquement de l'ouverture de compte niveau 1, qui était de 200 dirhams. Maintenant, on a même étendu son intervention en termes d'ouverture de compte au niveau 2. Et puis l'introduction d'un nouveau statut d'agent gestionnaire du réseau d'agents qui permettrait à un seul agent de gérer pour le compte d'un ou plusieurs établissements de paiement leurs relations avec les agents de paiement. Et puis l'élément le plus important, c'est le relèvement des plafonds des comptes de paiement et mise en place de limites transactionnelles pour pouvoir s'adapter avec les use cases qu'on a identifiés pour la promotion du paiement numérique. Et c'est dans ce sens qu'on a créé maintenant 4 niveaux de compte. Le premier niveau inférieur à 1000 dirhams, le deuxième à 4000 dirhams et le troisième à 20 000 dirhams. Et le dernier, la création d'un nouveau niveau qui est voilà, plafonné à 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, anciennement on avait les 20 000, les 5 000 et les 200 dirhams. Alors, en plus de ces axes, il y a la partie qui concerne le déplafonnement des transferts de fonds lorsqu'ils sont adossés à des comptes, lorsqu'ils se font via le digital, pour encourager voilà, le transfert de fonds qui ne nécessite pas une présence physique, mais tout en gardant le plafonnement par rapport aux 80 000 dirhams lorsque le transfert se fait d'une manière physique. Alors, sur le plan de la régulation, alors Banque Maghreb elle a révisé son dispositif interne de liquidité d'urgence aux banques en tant qu'outil central de maintien de la stabilité financière. Alors, la révision elle a porté à la fois sur les conditions d'éligibilité ainsi que sur les catégories d'actifs susceptibles d'être acceptés comme collatéral. Et ce mécanisme il a été complété par l'adoption d'un décret qui a institué la garantie de l'État pour rappeler le mécanisme de liquidité d'urgence qui est prévu par la loi portant statut de Banque Maghreb, l'article 67. Il permet à Banque Maghreb, pour les besoins de la stabilité financière, intervenir dans 2 cas. Soit le premier cas lorsque l'établissement de crédit rencontre des problèmes de liquidité, auquel cas c'est l'intervention de la Banque centrale pour fournir cette liquidité. Au deuxième cas, c'est là où il y a des problèmes de liquidité, des difficultés d'accès à la liquidité, mais avec un doute sur la solvabilité. Et c'est là où intervient la garantie de l'État pour éviter l'exposition des bilans de la Banque centrale. Et voilà, outre ces soutiens en liquidité, la banque elle a continué à renforcer ses outils et les pouvoirs nécessaires à la gestion des difficultés d'établissement de crédit. Et c'est dans ce cadre qu'elle a amendé la loi bancaire pour intégrer tout un chapitre sur l'introduction d'outils permettant la gestion des difficultés d'établissement de crédit, notamment les banques systémiques. Et c'est un projet qui est au niveau en cours dans le circuit d'adoption. Et toujours dans le cadre de la gestion des crises, on a finalisé dans ce cadre le projet de loi qui encadre la cession directe des créances en souffrance, dans l'objectif de créer le marché secondaire des NPL ou des créances non performantes. Alors, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux financement terrorisme, Banque Maghreb elle a poursuivi sa mobilisation pour le renforcement des dispositifs nationaux en la matière. Alors après, bien sûr, la sortie du Maroc de la liste Gafi et de la liste de l'Union européenne, différents chantiers ont été entamés et lancés par Banque Maghreb et également en coordination avec les partenaires, notamment l'ANRF. Et l'objectif étant de se préparer au prochain cycle d'évaluation mutuelle qui est programmé en 2026. Alors la banque elle a également, avec les autres autorités, fédéré les efforts au niveau national pour mettre en place le cadre régissant les cryptoactifs pour se conformer à ce qui est prévu par le GAFI, la recommandation 15, et pour se mettre en conformité avec les normes pertinentes en la matière. Également, on a contribué avec les partenaires, notamment la NRF, à la mise en place de la stratégie nationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, pour garder le même momentum. Et voilà, par rapport aux autres activités de la Banque centrale en la matière, en relation avec le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, on a élaboré un rapport avec Île Maurice dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe superviseur bancaire francophone, qui a porté sur l'expérience des 2 pays en matière d'action, de stratégie de sortie de la liste crise et quelles sont les actions qui ont été menées pour pouvoir respecter les délais impartis par le GAFI et sortir de cette liste.
Et c'est un rapport qui a pour objectif d'informer les autres pays africains voilà, par rapport aux modalités de sortie se basant sur l'expérience mauricienne et marocaine. Alors, dans le cadre de l'évaluation des risques financiers qui sont induits par le changement climatique et la promotion d'une finance verte et durable, plusieurs actions ils ont été menées dans ce cadre. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les actions. Banque Maghreb elle a fait beaucoup d'efforts en la matière. Alors, Banque Maghreb, elle a déjà mis en place, dans son plan stratégique, elle a institué un département dédié à la finance verte au niveau de la supervision bancaire dans le cadre de son plan stratégique 2024-2028. Et c'est un département qui porte toutes les actions qui devraient voilà, renforcer la gestion du risque climatique au niveau du secteur bancaire. Alors, c'est dans ce sens qu'on a édicté deux nouveaux textes réglementaires qui sont destinés aux banques pour permettre une meilleure gestion du risque climatique. Le premier texte, c'est une directive qui porte sur la communication financière et extra-financière sur la gestion des risques climatiques au niveau de la banque. Et c'est un texte voilà, qui se base sur le référentiel ICSB et qui permettrait une communication harmonisée au niveau de toute la place, permettant à Banque Maghreb et aux investisseurs de suivre les actions menées par chaque banque dans le cadre de la gestion des risques climatiques. Le deuxième texte qui concerne toujours le risque climatique, c'est celui qui porte sur la collecte de la data par les banques, par les établissements de crédit, au niveau de leurs grandes expositions, de leurs grands emprunteurs. Voilà comment ces emprunteurs s'exposent au risque climatique et comment ce risque pourrait être intégré dans le cadre de la gestion au niveau de la banque. Par ailleurs, la Banque centrale elle a également participé à la COP29 à Bako pour ce qui est de la coopération internationale et elle a exposé voilà, toutes les actions, les mesures, les activités qu'elle mène dans ce cadre. Également, Banque Maghreb elle a continué à participer activement aux instances internationales en la matière, notamment le NGFS, le système de verdissement de la finance piloté par les banques centrales et voilà, qui donne lieu à plusieurs publications très pertinentes en la matière. Également, on a participé au réseau financier bancaire durable, SBFN, qui est piloté par la Banque mondiale, la SFI. Et également, on a continué à participer d'une manière dynamique au réseau d'Alliance pour l'inclusion financière, voilà, avec la présidence d'un groupe de travail dédié à la finance inclusive verte. Alors, concernant un autre risque qui est le risque cyber-résilience, Banque Maghreb il a renforcé ses actions visant à augmenter le niveau de la cyber-résilience du secteur bancaire et c'est dans ce cadre que la banque elle a également œuvré à adapter ses outils de supervision et de contrôle des cyber-risques qui sont encourus par les établissements de crédit, organismes assimilés. Alors en 2024, toujours dans le cadre de son plan stratégique 2024-2028, Banque Maghreb elle a créé un département dédié à la résilience numérique des établissements de crédit, voilà, qui vise à porter tous les projets pertinents en lien avec la cyber-résilience d'une manière globale. Et c'est dans ce sens que voilà, on a travaillé sur la mise en place d'indicateurs cyber au niveau de toute la place et qui permettra à Banque Maghreb de suivre de manière très rapprochée l'évolution de ce risque qui est important et potentiel au niveau Afrique, Maroc et même au niveau international. Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé d'une manière très rapprochée avec la Direction générale de la sécurité système d'information qui relève de l'administration de la défense nationale pour pouvoir coordonner nos actions de contrôle des établissements, des IIV, des infrastructures d'importance vitale. Alors par ailleurs, dans une démarche de sensibilisation, parce que l'aspect cybersécurité, il donne lieu à un aspect de protection de la clientèle, notamment en matière d'usage des DFS, Digital Financial Services, les moyens de paiement digitaux. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb a élaboré un guide sur le phishing qui est destiné pour les banques et un autre guide pour l'usage sécurisé des moyens de paiement digitaux qui a fait l'objet d'une communication, plusieurs campagnes de communication, dont notamment la dernière qui a été lancée voilà, courant ce mois, pour prévenir sur l'usage sécurisé des moyens de paiement, qu'il ne faut pas communiquer la data personnelle, ni code, ni à aucune personne, y compris le banquier lui-même. Et également, voilà, on est en train même de réfléchir par rapport au renforcement de cette communication à travers la télévision et la radio. Alors voilà, on passe maintenant à l'accompagnement de la digitalisation des services financiers. Et c'est dans ce sens que j'aimerais bien insister sur le fait que Banque Maghreb, dans le cadre de la promotion de l'écosystème FinTech,
Et en plus de la création du Moroccan FinTech Center, voilà, Banque Maghreb, au niveau de la supervision bancaire, il a mis en place un fast track pour le traitement des demandes d'avis réglementaires qui émanent des fintechs et qui concernent voilà, le cadre réglementaire applicable par rapport à une activité ou un business model qui est projeté par la fintech. Et pour faciliter le circuit à ces porteurs de projets fintech, on a même institué un cadre voilà, qui prévoit les éléments communicables, un canevas de demande d'avis réglementaire auprès de Banque Maghreb, voilà, qui est partagé sur le site internet de Banque Maghreb et qui est partagé chaque fois qu'il y a un demandeur, un porteur de projet fintech qui s'adresse à Banque Maghreb. Et j'aimerais bien insister sur le fait que Banque Maghreb, elle a déjà émis des avis réglementaires concernant un certain nombre d'activités, soit l'agent de paiement principal digitalisé, soit les marketplaces e-commerce, soit également la BNPL, Buy Now, Pay Later. Voilà. Et par rapport au crowdfunding, après avoir mis en place tout le cadre légal, réglementaire et même les échanges avec les banques pour faciliter la création du cadre opérationnel, on a donné les agréments à 3 sociétés de financement collaboratif et voilà 2 sociétés spéciales. Ils ont un agrément large, prêt avec sans intérêt et dons. Et une troisième société qui est spécialisée en dons. D'ailleurs, la troisième société, elle a déjà commencé l'activité. Elle a fait même plusieurs campagnes de dons qui sont suivies par Banque Maghreb. Alors, les 2 autres, ils sont en train d'opérationnaliser l'activité pour la lancer incessamment. Et Banque Maghreb, toujours dans le cadre de l'accompagnement de la digitalisation, elle a travaillé avec la DGSN, la CNDP et les banques sur la mise en place d'un système d'authentification de la clientèle à distance, en se basant sur la plateforme instituée par la DGSN. Et voilà, les travaux de déploiement des dispositifs sont en cours et c'est un élément très important qui va permettre d'accélérer la digitalisation. Sur un autre projet, il y a l'open banking. Alors, l'open banking, selon toutes les études qui ont été menées par Banque Maghreb en partenariat avec la Banque mondiale et tous les partenaires, on s'aperçoit que l'open banking est un élément accélérateur de l'écosystème fintech. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb, avec l'appui de la Banque mondiale, a lancé tout un cadre pour mettre en place l'open banking. Ce cadre, il a commencé déjà par des tournées avec toutes les parties prenantes, les fintechs, les opérateurs, les banques, pour identifier les use cases et également identifier les préalables juridiques et réglementaires pour pouvoir le mettre en place. Maintenant, on est en phase de recrutement d'un consultant, ou plutôt d'un prestataire de service, qui va nous livrer tous les éléments ou les prérequis nécessaires pour la mise en place de ce cadre sur le plan de la standardisation des API, sur le plan également des cas d'usage, de la gouvernance, et également la partie, bien sûr, l'open banking induit des risques de cybersécurité, la partie mitigation des risques qui sont induits par l'open banking en lien avec la cybersécurité. Alors, on passe à un autre slide qui concerne les réclamations. Et en termes de statistiques des réclamations qui parviennent à la Banque centrale, alors en 2024, la DSB elle a reçu 2298 réclamations émanant de la clientèle après 1459 en 2023. Alors, la première source de réclamation concerne la typologie fonctionnement de compte, avec une part de 36% qui concerne principalement les contestations de solde de compte, les frais et commissions et la clôture de compte. Et également, il y a d'autres typologies qui concernent les conditions de crédit, qui représentent 27%, et également la troisième typologie qui concerne les moyens de paiement, notamment les contestations des opérations frauduleuses, les retraits GAP non servis et ainsi de suite, voilà, qui représentent 22%. Alors, le taux des réclamations d'inouées traitées par Banque Maghreb et d'inouées en faveur des plaignants s'est établi à 74%, en hausse par rapport à 70% de 2023 et 63% en 2022. Alors, pour le Centre marocain de la médiation bancaire, elle a reçu cette année, plutôt l'année 2024, 5084 dossiers complets, en accroissement de 21,4%. Et près de 33% des typologies des réclamations qui sont reçues par le Centre marocain de la médiation bancaire, ils concernent les conditions de crédit. Voilà, c'est l'inverse par rapport aux typologies traitées par Banque Maghreb. C'est le crédit qui vient en premier lieu, suivi par la typologie qui porte sur le fonctionnement de compte à hauteur de 32%. Et en dernier lieu, il y a le paiement voilà, qui ressort à 21%. Et ce qu'il convient de préciser, c'est que 46% de ces dossiers de médiation
ils ont été résolus avec succès avec un accord transactionnel et 54%, ils n'ont pas abouti à un accord transactionnel du fait que parfois le client préfère aller devant une autre instance de saisie, notamment la voie judiciaire. Alors, concernant tous les aspects ou plutôt les mesures prises par Banque Maghreb pour renforcer la protection de la clientèle, il convient de préciser que Banque Maghreb elle a continué de prendre les actions pour répondre aux enjeux de la protection de la clientèle des établissements de crédit organismes assimilés, et en particulier pour le développement de nouveaux paradigmes. Alors, en ce qui concerne l'amélioration de la satisfaction de la clientèle, je pense que vous avez suivi le communiqué adressé par Banque Maghreb aux banques. Banque Maghreb elle a engagé des initiatives qui visent la création d'une commission mixte Banque Maghreb GPBM et qui est chargée de l'élaboration d'une charte interbancaire voilà, sur les bonnes pratiques en matière d'accueil de la clientèle. Également, Banque Maghreb, elle travaille avec son réseau au niveau de tout le royaume pour mener et lancer des enquêtes de type client mystère, Monsieur Shopping, afin d'évaluer l'expérience client en matière de produits et services bancaires, ouverture de compte, octroi de crédit, ainsi de suite, remise de moyens de paiement. Voilà. Et pour ce qui est de la stimulation de la concurrence, Banque Maghreb a travaillé d'une manière très rapprochée avec le Conseil de la concurrence par rapport au suivi de la concurrentialité au niveau du secteur monétique, avec l'intervention CMI, les banques, les nouveaux opérateurs, également l'engagement qui a été signé par ces derniers et qui est suivi de près par une commission mixte Banque Maghreb et le Conseil de la concurrence. Voilà des engagements qu'on pourrait décliner davantage au niveau des questions-réponses. Alors, s'agissant de l'amélioration de l'accès aux services financiers, essentiellement pour les PSH, alors Banque Maghreb, après avoir mis en place l'engagement, la charte signée par les banques par rapport à l'amélioration de l'accès des personnes en situation de handicap à la fois aux services bancaires, ouverture de compte, moyens de paiement, l'accessibilité physique aux agences, et également l'accessibilité digitale. Voilà, on a tenu des échanges très très réguliers. Avec les banques, on a mis en place même voilà, un reporting pour nous permettre de suivre avec des indicateurs très factuels le niveau d'avancement des banques en la matière, et on traite même des réclamations en lien avec cet accès. Et d'ailleurs, on constate qu'il y a une prise de conscience, une amélioration de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, mais encore faut-il qu'il faut suivre de près ce sujet parce qu'il nécessite beaucoup de choses au niveau système d'information, formation des personnels, au niveau des agences, et également des investissements en termes logistiques et infrastructures pour mettre en place les rampes d'accès et ainsi de suite. Voilà. Et sur les aspects de la déontologie de l'éthique, alors sous l'égide de Banque Maghreb, cette année, il y a eu 2024, voilà, il y a eu l'adoption d'une charte ou d'un code déontologique au niveau de l'APSF, l'Association professionnelle des sociétés de financement, spécialement les sociétés de crédit à la consommation qui prévoient un certain nombre de règles à respecter dans le cadre de leurs relations avec les intermédiaires, les correspondants, pour éviter le surendettement, pour éviter des cas de fraude qu'on a constatés qui parfois pénalisent le client et pénalisent même la société de financement. Et finalement, voilà, il y a tout le cadre de sensibilisation du public sur l'usage des services et opérations bancaires. Voilà, comme j'ai dit, il y a plusieurs mesures qui ont été prises par Banque Maghreb en termes de renforcement de la concurrence, d'accès à des services bancaires. On a mis en place le comparateur bancaire, mais on constate qu'elle est moins consultée comparativement à 2023-2022, année de mise en place, ce qui fait on a édicté, on a publié un guide sur l'usage du comparateur pour le promouvoir davantage, et il faut continuer à faire des campagnes de communication pour voilà, informer les gens concernant ce comparateur qui permettrait de prendre des décisions quant au choix de la banque par rapport à des éléments qui concernent le service, qui concernent également la tarification. Et puis on a travaillé avec l'AMC, voilà, concernant la vente pyramidale. On a constaté qu'il y a des alertes qui remontent par rapport à des clients qui ont été victimes de vente pyramidale. Et c'est dans ce sens qu'on a mis en place voilà, un guide. On a même organisé, participé à des débats au niveau de la radio, de la télévision par rapport à ces aspects qui concernent la vente pyramidale. Voilà, je finis par la protection consommateur et on est à votre disposition pour la séance questions-réponses. Oui, bonjour, je t'aime Yao H24 Info. C'est pour ce qui est de l'activité des microfinances. L'activité en hausse, mais on a constaté une
une baisse du nombre de la clientèle d'à peu près 5% selon les chiffres qui ont été donnés. On voudrait savoir un peu ce qui, selon vous, explique cette situation et vos recommandations pour renforcer la confiance du public. Bonjour, c'est Ibrahim Traoré de la Nouvelle Tribune. J'ai une question sur les M-Wallet. On voit que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des très belles progressions du parc clientèle. Par contre, les chiffres 2023, c'était que les transactions, ça représente encore que 2% des transactions scripturales. Et que ça a donné quoi en 2024? Est-ce qu'on est sur les mêmes proportions? Est-ce que vous avez des stratégies en tête pour, après avoir augmenté le nombre de M-Wallet, augmenter leur utilisation? Merci. Très bien. On prend la dernière question pour la première série. On prend les plusieurs. Bonjour, San Kramoni. Je voulais vous interroger par rapport à votre appréciation de la capitalisation des fonds propres de Temuilcom par rapport à l'augmentation significative de ces engagements. Je voulais aussi avoir des détails par rapport à la, comme ça n'a pas été mentionné au niveau de la présentation, sur la rentabilité des banques par rapport aux marges d'intérêt, marges d'intermédiation, et aussi par rapport aux marges de commission. Et aussi un commentaire par rapport à l'augmentation significative, de la progression significative des résultats, qui est en décorrélation, que ce soit par rapport à la croissance du PIB, que ce soit aussi à la croissance du PNB. Est-ce que vous avez, quel est votre commentaire par rapport à ça, notamment sur, voilà, sur les marges d'intérêt et les marges de commission? La dernière question par rapport au suivi de la concurrence des moyens de paiement, est-ce qu'on peut avoir des éléments plus détaillés sur le suivi qui est fait avec le Conseil de la concurrence et éventuellement des éléments sur les reportings qui sont faits par vos soins? Très bien, alors je vais commencer par donner des éléments de réponse à cette première série de questions. Et voilà, je signale avec mes collègues Ilham Zeynan et Youssef Chiwa, voilà, ils pourraient compléter ces éléments par rapport à des aspects voilà, qu'on pourrait identifier. Alors, la première question qui concerne la hausse des réclamations, le double par rapport à 2023. Et là, le nombre a doublé, voilà, il a même atteint les 2400. Et c'est à ce niveau que je tiens à mentionner que la partie traitement des réclamations sur le plan global, il faut le rappeler, qu'elle est traitée à 3 niveaux. Voilà, les réclamations sont traitées au niveau des banques, avec comme premier niveau de saisine. Le deuxième niveau, c'est le CMMB, le Centre marqué de la médiation bancaire. Et le troisième niveau, Banque Maghreb. Bien sûr, le quatrième, c'est la voie judiciaire, qui est un droit constitutionnel qui permet à tout un chacun de saisir la justice pour voilà, c'est les lésés, pour faire valoir ses droits. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb, depuis plusieurs années, il a fait plusieurs campagnes de communication vis-à-vis de la clientèle. Parce qu'on a constaté que parfois, il y a des réclamations qui ne sont même pas faites, des réclamations qui sont traitées par les banques avec tout un cadre qui est édicté par Banque Maghreb et qui impose aux banques de mettre en place des structures dédiées, centralisées au niveau de la banque, également un IT qui permettrait de suivre, voilà, au niveau de toute la banque, la traçabilité et les éléments qui sont fournis par les autres directions concernées. Parce qu'une réclamation, lorsqu'elle est traitée, elle concerne à la fois la partie commerciale, l'agence, elle concerne la partie comptable, elle concerne la partie marketing, ce qui fait cette structure centralisée, il permet de fédérer les efforts au niveau interne pour pouvoir communiquer les éléments de réponse aux clients dans des délais qui sont également réglementaires, qui ne dépassent pas les 40 jours. Voilà, ce qui fait il y a tout un cadre, et même la saisine, en termes d'attitude de réception, elle est régulière, réglementée. Ce qui fait l'idée que je voudrais mettre en évidence, c'est que vis-à-vis des banques, on leur a demandé d'informer la clientèle chaque fois, même au niveau des relevés de compte,
qu'il y a des modes de saisine en termes de traitement des réclamations. On leur a dit, il faut les informer, comme quoi il y a vous, la banque, il y a le CMB, il y a Banque Maghreb. Et je pense que c'est ce niveau de sensibilisation qui devrait atteindre une maturité en termes de résultats bénéfiques concernant ce retour sur la communication qui a été faite par Banque Maghreb et les banques dans ce cadre. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb, lorsqu'elle reçoit, ça c'est un élément qu'on n'a pas expliqué au niveau de la présentation, lorsqu'on reçoit les réclamations, notre objectif est de promouvoir le rôle du Centre marocain de la médiation bancaire, parce qu'il s'agit d'un centre qui intervient plus dans le cadre de règlement à l'amiable. Voilà, il permet de régler les problématiques ou les différends opposant les banques à la clientèle d'une manière fluide, d'une manière rapide, sans se prononcer sur des éléments de droit. Parfois, la banque elle a intérêt à accepter le règlement à l'amiable parce qu'il veut éviter un procès. Également, il y a toujours Banque Maghreb qui est derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que le Centre marocain de la médiation bancaire dispose d'un conseil d'administration qui est présidé par monsieur le gouverneur. Ce qui fait, nous, au contraire, on encourage à ce qu'il y ait saisine de ces trois modes, voilà, pour lancer, pour déposer des réclamations. Et les réclamations, ils doivent également être tracées. Et le traçage de ces réclamations, il se fait via voilà, les éléments que j'ai évoqués en termes d'obligation de donner l'accusé de réception, de créer des systèmes d'information qui permettraient voilà, la traçabilité. Ce qui fait, on estime que le nombre il n'est pas important pour nous. Au contraire, si on voit le nombre total au niveau de la place, alors ça dépasse les 300 000. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des réclamations sont traitées au niveau des opérateurs, au niveau des banques, des sociétés de financement, des établissements de paiement, et leur dénouement, il se fait dans un cadre qui est favorable. Ce qui fait, nous, on ne reçoit pas rarement les réclamations qui sont traitées au niveau des banques. Ça veut dire que les banques, ils font tout un effort dans ce sens. Et puis, Banque Maghreb, voilà, on ne va pas se limiter à l'édiction d'un texte réglementaire pour voir est-ce qu'elle est respectée ou non. Il y a des missions de contrôle sur place qui sont menées par Banque Maghreb pour effectivement s'assurer que les banques observent ces règles, traitement des réclamations, délivrance de main-d'œuvre et clôture de compte. Et au niveau de la présentation, on l'a mentionné, il y a eu des missions qui ont porté sur ces thématiques. Ils ont donné lieu à des sanctions pécuniaires qui ont été prononcées, disciplinaires et pécuniaires qui ont été prononcées lorsqu'on constate, par exemple, que le texte réglementaire de Banque Maghreb sur la délivrance de main-levée qui prévoit la délivrance dans un délai d'un mois après le remboursement total du crédit n'a pas été respecté ou n'a pas été respecté de manière structurelle, pas des cas isolés. Voilà, on demande à la banque d'informer ses instances de gouvernance, on la sanctionne et on suit avec elle le plan d'action pour pouvoir mettre en place le cadre réglementaire permettant de respecter le délai d'un mois pour la délivrance main levée, le délai qui est nécessaire pour le traitement des réclamations, également celui qui concerne la clôture de compte. Dans tous les cas, d'une manière globalisée, lorsqu'on sort à la réclamation, il y a des aspects réglementaires qui relèvent de Banque Maghreb qu'on essaie de suivre avec la banque. Il y a également cette volonté de promotion du Centre marocain de la médiation bancaire et on a mis en place un dispositif de transfert. Il y a une grande partie de ces réclamations, les 2400, une partie qui respecte un certain nombre de critères qui est transférée vers le Centre marocain de la médiation bancaire, c'est-à-dire par rapport à des réclamations qui portent sur des typologies qui sont voilà, simples, notamment la clôture de compte, question voilà, de modalité au fonctionnement de compte, un gap qui n'a pas servi, voilà, un retrait qui n'a pas été servi par le guichet automatique bancaire. C'est des éléments qui sont traités par le centre. Ce qui fait, même en recevant ces réclamations, on fait en sorte à ce que voilà, ils sont transférés vers le Centre marocain de la médiation bancaire. Et puis, sans oublier qu'on a multiplié en 2024 certains canaux digitaux. Il y a un canal digital qui a été mis en place au niveau du site internet de Banque Maghreb et qui a été intégré avec notre système d'information qui s'appelle Green, le système de traitement des réclamations internes. Et je pense que également ce canal digital il a permis de faciliter la transmission des réclamations via ce canal. Alors, deuxième question, je ne sais pas si j'ai donné des éléments de réponse par rapport à ce premier point. Alors, la solidité des banques marocaines face à la conjoncture internationale. Alors, comme présenté au niveau voilà, du rapport, les banques marocaines, ils ont démontré leur résilience. Alors la résilience, je vais voilà, la traiter sous deux visions. Alors il y a la vision superviseur qui suit de près les indicateurs par rapport à cette résilience à travers le ratio de solvabilité. Voilà, comme j'ai dit, il est de 16,2% au niveau de la place et également il est de 13,9%
5% par rapport aux fonds propres de catégorie 1, qui est la catégorie des fonds propres durs, qui sont très importants pour pouvoir absorber les pertes, et qui sont au-delà des minimums réglementaires, qui sont de 12 pour le moyen pour la sécurité globale et 9% pour les fonds propres de catégorie 1. Ce qui fait, par rapport à ces fonds, ce ratio, on est à l'aise. Et deuxième élément, par rapport à la résilience des établissements de crédit, au-delà des aspects qui nous concernent, nous, en tant que régulateurs, il y a l'aspect qui est repris par les organismes internationaux. Il ne faut pas oublier que le Fonds monétaire international, lorsqu'il vient pour la consultation titre 4, il vient également pour échanger sur la partie résilience. Et le rapport, il est publié. Voilà, le FMI, à chaque fois, ils mettent en évidence cette résilience au niveau du système bancaire marocain. Et deuxième élément, il y a également les rapports qui sont édictés par les agences de notation. C'est un élément également qui corrobore cette vision. Et tout ça pour vous dire que les banques marocaines, ils sont bien capitalisées, bien suivies, sont résilientes. Et il ne faut pas oublier que même au niveau interne de Banque Maghreb, on renforce les outils de contrôle et de suivi. D'ailleurs, vous le savez déjà, on a mis en place un système de notation des banques qui adopte un certain nombre de paramètres d'actualité internationale, notamment le modèle d'affaires, les risques, qu'ils soient des risques quantitatifs ou risques qualitatifs, et également la partie gouvernance. C'est-à-dire tout le mélange de tous ces éléments nous permettrait de scorer la banque, et par rapport à des scores, on pourrait même demander un additionnel en fonds propres. C'est-à-dire si on constate qu'un risque n'est pas bien adressé au niveau du pilier 1, on peut demander le P2R, des exigences additionnelles en termes de renforcement des fonds propres. Alhamdoulilah, à ce stade, le secteur bancaire est résilient, et espérons rester sur la même résilience et la même stabilité. Alors, la microfinance, la baisse du nombre de bénéficiaires. Alors, exactement, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a une baisse du nombre de bénéficiaires. Alors, la baisse du nombre de bénéficiaires, il a été rattrapé par l'augmentation du nombre des TPE. Alors, vous vous rappelez qu'il y a eu des modifications qui ont été opérées par rapport à des montants, par un décret. Et après ce décret qui a revu les montants minimums par rapport à la microfinance, au microcrédit, on a mis en place un cadre légal qui permet l'exercice de l'activité de microfinance, non seulement au niveau d'une association, mais au niveau d'une structure bancaire, soit une société de financement, soit une banque, microbanque, pour pouvoir exercer l'activité avec un accès au dépôt. Et dernièrement, il y a eu la publication du décret qui prévoit à la fois les montants minimum maximum en termes d'octroi de microcrédit, également la partie qui concerne les dépôts qui sont collectés par la clientèle, les dépôts qui devraient être collectés par ces banques IMF au niveau de la clientèle. Et c'est dans ce sens que nous, on estime que la microfinance, il doit être développé davantage. Le modèle qui, à travers l'association, c'est un modèle qui a présenté ses limites parce qu'il n'a pas accès aux dépôts, il doit passer par un refinancement. Et également, il joue un rôle très important en matière d'accès des TPE au crédit, les porteurs de micro-entreprises, parce qu'ils ont un avantage énorme, c'est celui de la proximité. Parce que le fait que l'agence microfinance soit implantée au niveau de la région qui est un petit peu éloignée ou qui n'est pas servie par le secteur bancaire, ça lui donne la possibilité d'échanger avec le bénéficiaire, de connaître son activité et même d'assurer le recouvrement de la créance d'une manière très rapprochée. Ce qui fait qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages et auquel cas il faut capitaliser sur leur valeur ajoutée, leur additionnalité en termes d'accès des micro-entreprises au financement. Et c'est dans ce sens qu'on a mis en place le cadre plus global et qui devrait, en principe, qui est opérationnel sur le plan légal, opérationnel parce qu'on a mis en place tout le cadre réglementaire, la loi, les textes de Banque Maghreb qui concernent la partie provisionnement, la partie traitement, les règles prudentielles, les dividendes qui sont remontés par la banque à l'actionnaire associatif. Voilà, tous ces éléments ont été mis en place et le dernier texte, le décret. Maintenant, il faut passer à la transformation. Il y a des aspects qui concernent la partie fiscale qui sont toujours demandés par les IMF, qui concernent notamment le traitement IS. Ils considèrent qu'ils devraient bénéficier d'un impôt sur les sociétés qui est adapté par rapport à la nature de l'activité. Ce qui est applicable aux banques ne devrait pas être applicable aux IMF parce qu'ils sont en phase de transformation et d'enclenchement de l'activité, auquel cas les pouvoirs publics ou le gouvernement devraient prendre en charge cette doléance
Banque Maghreb a introduit également au niveau de ses interlocuteurs voilà, département ministériel et on suit de près pour pouvoir optimiser ce vecteur très important pour l'inclusion financière et qui va permettre de couvrir la partie rurale qui n'est pas bien ou bien adressée par le secteur bancaire classique. Alors, concernant les M-Wallet, les 2%. Alors, en principe, Banque Maghreb elle a communiqué sur la solution mobile d'une manière voilà, très rapprochée avec toutes les parties prenantes. Il se trouve que maintenant, la solution mobile, il n'a pas connu le succès escompté parce qu'il y a plusieurs paramètres qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'études menées par Banque Maghreb. Alors maintenant, ce qu'on est en train de faire à travers voilà, des éléments qui s'imbriquent, il y a la partie concurrentielle, monétique, il y a la partie également réforme qui a été introduite par Banque Maghreb qui concerne les établissements de paiement. Et c'est justement, ça devrait être inscrit dans le cadre d'une stratégie globale. D'ailleurs, dernièrement, il y a voilà, la communication qui a été faite par monsieur le gouverneur sur l'étude cash, voilà, pour détecter, identifier les déterminants qui devraient être voilà, améliorés pour pouvoir réduire l'utilisation du cash. La partie digitale, c'est l'élément le plus important, plus de la partie culturelle, partie voilà, qui concerne d'autres paramètres, concerne la fiscalité autre. Alors la partie digitale, elle a déjà fait l'objet d'un échange au niveau place avec toutes les parties prenantes, les banques, voilà, les switches, le switch national, pour pouvoir déterminer quels seraient les éléments de ces stratégies. Parce qu'on a constaté qu'il faut aller au-delà de la partie solution mobile. Il n'y a pas que la solution mobile qui va régler le problème. Il y a également la monétique. La monétique, c'est un élément très important qui est plus maniable et utilisable par la clientèle. C'est dans ce sens qu'on est en train de mettre en place une stratégie qui va porter sur les aspects usage, les cas d'usage au niveau de la clientèle pour simplifier. Le deuxième élément, c'est le réseau des commerçants. Très important parce qu'il faut des commerçants acceptants pour pouvoir faire des opérations digitalisées. Si on n'a pas le réseau commerçant, voilà, la stratégie ne peut pas fonctionner. Le troisième élément, c'est la partie qui concerne le remboursement ou la prise en charge de la partie commission interchange qui est supportée par les commerçants. Banque Maghreb a communiqué, bien sûr, avec les parties prenantes sur la mise en place d'un mécanisme de stabilisation pour voir déterminer les critères de prise en charge, au moins par rapport à des commerces de proximité, pour les aider à être onboardés dans le cadre du paiement mobile. Ce qui fait il y a tout un cadre qui est en train d'être finalisé, stabilisé avec toutes les parties prenantes pour pouvoir l'enclencher. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas le choix, hein, avec l'organisation des événements sportifs internationaux, notamment Cannes et surtout la Coupe du Monde, on devrait être prêt pour que le paiement digitalisé soit voilà, intégré au niveau des process, au niveau des commerçants, au niveau de tout l'écosystème. Ce qui fait c'est un élément qui est considéré comme prioritaire stratégiquement au niveau de Banque Maghreb et de toutes les parties prenantes. Et on suit d'une manière très rapprochée avec ces parties prenantes. Alors voilà, il y a la partie qui concerne Temuilcom et la partie capitalisation. Alors Temuilcom, comme tout le monde le sait, elle a fait l'objet d'un cadre réglementaire, un cadre légal, une refonte légale, transformé d'un établissement public à une société anonyme avec des instances de gouvernance. Et Banque Maghreb, voilà, il était derrière pour pouvoir mettre en place un cadre qui est adapté par rapport à l'activité de cette entreprise, de cet établissement. Voilà, commercialement Temuilcom, juridiquement SNGFE. Alors le cadre légal, il prévoit au niveau de l'article, je pense, 7, voilà 7, le mécanisme de garantie. Parce que capitalisation qui est mise en place par l'État au niveau de la SNGFE sur la base d'une méthodologie scientifique par rapport à des garanties, par rapport à des fonds. C'est-à-dire chaque fonds de garantie qui est dessiné par rapport à une catégorie d'entreprise, il y a calcul de la probabilité de défaut, et cette probabilité de défaut qui devrait donner lieu à l'effet multiplicateur qui devrait conditionner le calibrage du fonds. C'est des éléments voilà, qui sont validés, structurés et même suivis avec Banque Maghreb, avec les banques, parce que chaque fois qu'il y a création d'un fonds, Banque Maghreb est consultée. Maintenant, je vois que la question il pose sur le risque d'insuffisance de cette capitalisation pour pouvoir rembourser les crédits. Alors l'article 7 de la loi, il prévoit l'intervention de l'État parce qu'il y a 3 niveaux de garantie. Il y a le niveau fonds propres, il y a le deuxième niveau les réserves et le troisième niveau c'est l'intervention de l'État parce que l'État il intervient pour voilà, combler le déficit, l'insuffisance et pour pouvoir garantir. Alors c'est dans ce cadre que le cadre légal il a été conçu de manière à
permettre le transfert de ces fonds au niveau du bilan de la SNGFE, parce qu'avant, ils étaient gérés pour le compte de l'État. C'est des fonds qui étaient gérés d'une manière autonome, mais avec un mandat, SNGFE. Maintenant, ils sont intégrés au niveau du bilan. Et Banque Maghreb, sa mission, c'est de s'assurer de la résilience. Et c'est dans ce sens qu'on est en train de travailler sur un texte réglementaire qui va prévoir les règles prudentielles adaptées par rapport à l'activité qui sont applicables. Je tiens à signaler que le texte a été déjà partagé avec le secteur pour avis, pour concertation. On prévoit, selon le séquencement qui est programmé, une fois on a le retour des opérateurs par rapport à leurs remarques concernant le texte, de le partager avec le département ministériel concerné. Et après ce partage, voilà, on va recueillir également les remarques pour le mettre dans le circuit d'adoption. Circuit d'adoption, c'est au niveau des comités d'établissement de crédit, qui est présidé par M. le gouverneur, avec toutes les parties prenantes, y compris la DTFE, qui siège au niveau de ce comité pour donner un avis et pouvoir l'édicter. Et l'édiction du texte devrait donner lieu à son applicabilité. Bien sûr, il y a des éléments qui devraient être stabilisés en termes d'entrée en vigueur, d'adaptabilité, est-ce qu'on va appliquer les mêmes principes, les règles baloises concernant l'adéquatie des fonds propres, à l'instar des banques, au niveau, ou plutôt adapté. Est-ce que par rapport à quelle garantie, par rapport à quel niveau le mécanisme qui a été mis en place par ce qui fait, c'est des règles qui sont en cours d'échange, de débat au niveau de la place et qui devraient être intégrées, stabilisées pour avoir la version finale, Inch'Allah, avant fin d'année et pour voir l'édiction que c'est un texte qui est voilà, très attendu par la place. Ça permettrait voilà, de donner de l'assurance par rapport à ces éléments. Justement, à date d'aujourd'hui, voilà, il n'y a rien à signaler en termes d'alerte remontée. Il y a des mises en jeu de garanties qui sont demandées par les banques selon le cadre qui est prévu voilà, par rapport à ça. Et puis, à date, il n'y a pas de problématique. Sachant que derrière, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par citer l'article 7. Il y a tout le cadre, les 3 niveaux, voilà, qui sont structurés de manière à éviter à ce qu'il y ait de l'insuffisance et une problématique par rapport à la mise en jeu de la réalisation des garanties. Ce qui fait à date, il n'y a rien à signaler. Au contraire, ce qu'on est en train de faire, c'est renforcer davantage le cadre prudentiel qui va permettre, qui va donner déjà de l'assurance, parce qu'il ne faut pas oublier que ce mécanisme, il donne à la fois des garanties aux banques et également à des bailleurs de fonds internationaux qui accordent des crédits directs voilà, à des établissements publics qui sont stratégiques pour le temps. Alors, une autre question sur, voilà, sur la marge d'intérêt. Je pense qu'au niveau de la présentation, on a donné quelques éléments, mais on pourrait refaire l'exercice pour voilà, représenter ces éléments, sachant que nous, la présentation, on va la partager. Je vais juste, d'une manière voilà, très ramassée, rappeler la rentabilité, les éléments de la rentabilité sur base sociale des banques qui a progressé voilà, d'une manière globalisée de 24,1%. Ça dénote qu'il y a, voilà, ça va dans le sens de la résilience de notre secteur. Alors pour le produit net bancaire, il s'est amélioré de 16,3% à 68 milliards, tiré par l'activité d'intermédiation et les opérations de marché, ainsi de manière plus affinée, la marge d'intérêt, et s'est appréciée de 7,3% à 40,2 milliards de dirhams. La marge sur commission, elle a augmenté également de 7,8 à près de 9,7 milliards. Et le résultat des activités de marché, elle a enregistré une progression de 58%, voilà, à 16,4 milliards de dirhams. Tout ça pour dire que les 3 niveaux, ils ont connu une augmentation voilà, d'une manière équilibrée et qui ont fait en sorte à ce que le résultat il a augmenté, il a progressé. Ce qui fait, on constate que les 3, ils présentent des indicateurs très positifs et espérons continuer sur le même momentum pour les années à venir. Voilà. Alors, concernant le suivi de la concurrence, des aspects concurrentiels, depuis octobre, date de publication des engagements qui ont été signés par le CMI en tant qu'établissement de paiement qui était spécialisé notamment en monétique, et également les banques actionnaires de cet organisme. Puis il y avait 2-3 banques qui n'étaient pas actionnaires, mais qui ont pris l'initiative de le signer, notamment ABB. Parce qu'elle n'est pas actionnaire de CMI, mais elle a pris voilà, d'une manière volontariste, elle a intégré les engagements qui ont été pris par le secteur bancaire. Alors les engagements, ils prévoient 2 natures d'engagement. Il y a les engagements comportementaux et les engagements structurels. Alors tout ce qui est comportemental en termes d'engagement pris par les opérateurs, c'est dans le sens
voilà, de la concurrentialité loyale, et puis tous les aspects qui concernent le CMI en tant que tel, de switcher son activité d'un établissement qui offre les moyens de paiement à un établissement multi-acquéreur, voilà, qui devient une plateforme à laquelle les autres opérateurs intéressés devraient se plugger pour que le CMI se charge de la partie servicing en termes de gestion de la fraude, en termes de plug, en termes de connexion, des gateways, par rapport à la partie site internet, les e-commerce. Ce qui fait, il devient une plateforme, mais tout en préservant son rôle en matière de facturati, pour le paiement des factures. Alors, transfert de cette activité, ce qui a été décidé en termes d'engagement, c'est que le transfert de l'activité devrait se faire voilà, d'une manière graduelle, selon 2 délais. Il y a le premier délai de 6 mois, voilà, qui est déjà échu et qui a donné lieu à l'organisation d'une réunion pour entériner ce qui a été réalisé. C'est que pendant les 6 mois, il ne faut pas que le CMI voilà, emborde la clientèle pour voilà, et gérer que le portefeuille existant. Et deuxième phase, voilà, voilà, qui va sur 6 mois additionnels, 6 plus 6, 12 mois, c'est permettre le transfert par les établissements, par les banques actionnaires de leur portefeuille au niveau de leur filiale établissement de paiement. Le CMI, il va connaître changement de l'actionnariat, remplacement des banques par les établissements de paiement. Et puis, il y a tous les autres établissements qui peuvent négocier soit la connexion, voilà, s'ils trouvent un intérêt au niveau de cet organisme. Ce qui fait, voilà, c'est le cadre qui a été adopté. On le suit de près à travers 2 instances de gouvernance. Et l'instance de gouvernance qui est spécifique au conseil, qui concerne le collège, qui prend les décisions par rapport à des aspects qui concernent soit le règlement à l'amiable, soit le contentieux, soit autre chose. Voilà, et dont les engagements, ils ont été validés par ce collège. Voilà, ils ont fait l'objet d'un communiqué voilà, qui remonte à plusieurs mois. Et puis, il y a la commission mixte, puisque s'agissant d'aspects voilà, qui relèvent de la partie bancaire et de la partie concurrentielle, on a décidé de mettre en place un comité conjoint où il y a les représentants de Banque Maghreb, il y a le rapporteur général, le secrétaire général du Conseil, et il y a les représentants de la supervision bancaire au niveau de cette... D'ailleurs, il y a un communiqué également qui a été publié par le Conseil de la concurrence et qui reprend les personnes qui sont désignées, nommément désignées au niveau de cette commission. Alors, le rôle de la commission, c'est de suivre de très près la mise en œuvre des recommandations et des engagements qui sont pris par les banques. Parce que notre objectif, c'est réussir le passage à la concurrentialité. C'est-à-dire, si on constate éventuellement qu'il y a des aspects, des obstacles, ou plutôt que l'objectif final de la concurrentialité ne sera pas réalisé, ou il y aura de la destruction de la valeur, on pourrait soit revoir les délais, soit aller dans le sens de débloquer des situations de blocage. Et c'est dans ce sens que voilà, le comité mixte ou la commission mixte, il a tenu plusieurs réunions pour donner parfois traiter des demandes par rapport à des délais, et même par rapport à des pratiques. Et même parfois, on a suivi de près, on a fait des réunions pour voir est-ce que tous les engagements, ils avancent normalement selon le calendrier imparti. Voilà, c'est le rôle de la commission mixte qui a été instituée par Banque Maghreb et le Conseil. On va suivre de près voilà, l'évolution des choses, le dernier développement, sachant qu'à date d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des engagements nécessite également un certain nombre de prérequis par rapport à des agréments qui ont été donnés à de nouveaux établissements de paiement. D'ailleurs, on a parlé de 2 en 2024, il y a de nouveaux qui ont été agréés en 2025 et qui devraient, Inch'Allah, faire l'objet de présenter lors du prochain rapport. Tout ça pour vous dire que pour pouvoir multiplier les acteurs, il y a plusieurs nouvelles demandes d'agrément qui ont été traitées par Banque Maghreb. Il y a également l'opérationnalisation de l'activité au niveau de l'établissement lui-même, parce que l'établissement, même s'il obtient l'agrément, il va avoir des certifications auprès de Mastercard, Visa, auprès des systèmes de switch national. Il y a tout un cadre, il y a les recrutements, il y a tous les aspects voilà, qui portent sur l'opérationnalisation de l'activité. Auquel cas, il y a des délais qui sont consommés. Et nous, on suit même cette partie pour rester dans le cadre de voilà, le lancement de l'activité. Pour les établissements qui sont prêts, ils peuvent lancer, c'est la concurrence. Également, on suit le rôle du CMI en tant que plateforme. Également, il y a la partie qui est en train d'être finalisée par le Conseil, à savoir la valorisation des portefeuilles pour les besoins de sa cession, parce qu'il faut le valoriser, voilà, les modalités. Et on suit de près le processus de valorisation pour permettre la cession des portefeuilles détenus par le CMI aux établissements de paiement avant d'intégrer les établissements de paiement au niveau actionnariat du CMI.
Voilà, et c'est un aspect qui est suivi de très près par Banque Maghreb et le Conseil de la concurrence. Voilà, vous constatez qu'il y a plusieurs communications, plusieurs communiqués faits par les uns et les autres, plusieurs articles. Et c'est un aspect qui est important parce qu'il conditionne beaucoup de choses. Il conditionne le cash, il conditionne la stratégie de la promotion des moyens de paiement, il conditionne pas mal d'éléments qui sont stratégiques pour l'économie marocaine. Voilà. Alors on passe à la deuxième série de questions. في وكالات في الأبناك في نفس الوقت كاين دعوة لتحسين الاستقبال، وفي بعض الوكالات كارثي. في نفس الوقت كاين تقليص عدد الوكالات. الآن في بعض المناطق في الدار البيضاء وكالة كدير خدمة ديال 3 الوكالات. فو فواغ دابا لي زاجونس كي دايرين في هذا الصيف، وبطريقة ديال التعامل اللي زعما حتى من بعض المؤسسات العمومية تحسنات بزاف عليهم. ثانيا عدد الموظفين غير معروف، عدد الموظفين ما درتوش عدد الموظفين واش زاد ولا هذه في البنوك. اكيد ان تقليص عدد الوكالات يؤدي لتقليص عدد الموظفين، وبالتالي فيما يتعلق بالمستخدمين ديال البنوك دائما الجوده ديال التكوين ديالهم، ديال الجوده ديال هاد المستخدمين، بمعنى انه مهم بعض المرات كيكون مواطن عادي واقف، اسمح لي واخا كنقول هاد الهضره، موظف عادي جاي يدير من اوبيراسيون كيدخل السي الحاج كيقول له السي الحاج كيدوز عنده وكيمشي. هذا النوع من السلوكات الاولى في اللقاء ديال الزبون مع البنوك، هذا هو مع الوكالات، هذا هو المهم بالنسبه للزبون. سي فريسترون. كاين المهم كاين القضيه ديال السوق الثانويه للديون المتعثره. جرت العاده في هذه السنوات كلما اثير السؤال نتحدث عن تطهير حسابات، هذه الحسابات التي تثقل على كاهل البنوك، فو لا ديجاجي دو ونعطيوها يا اما الشركات او تحصيل او هذا. ماذا عن المدين؟ في هذا المشروع القانون اللي كيدار، واش كاين حمايه للمدين ولا لا؟ باسكو في سو دوطر سيو في الولايات المتحده مثلا داروا روايات على ناس في هذا لو ميكانيزم، مورس ضغط من طرف هذه الشركات او من طرف البنوك على الناس باش انهم يتخلوا على، باش انهم يتراجعوا ما يدخلوش في نزاعات معهم. فالسيبر اتاك اكيد كديروا لي ستريس تيست، ممكن تعطيونا بعض النتائج اللي خرجتوا منها من خلال هذه العمليات اللي قمتوا بها في بعض البنوك، خصوصا بعد السياق الحالي اللي كيجعل مجموعه ديال الناس يتخوفون على من هذا العام من النت بشكل عام. شكرا. Merci. Oui, monsieur. Je voulais aussi savoir par rapport au crowdfunding. Le cadre réglementaire a été mis en place en 2021. Alors, en 2025, vous avez donné les agréments pour ces entreprises, 3 entreprises. Je pense que vous allez prudemment. Quel commentaire vous faites sur ça? Et puis, quel retour vous avez déjà, puisqu'il y a déjà une entreprise qui a déjà commencé ses opérations, selon ce que vous avez dit. Quel est votre retour et est-ce que les années à venir vont accélérer un peu la délivrance, vu que c'est un mode de financement beaucoup attendu? في اطار مثل الحمايه ديال الزبناء، كنلاحظوا بعض المرات واش كاين شي قوانين داخل البنك المغربي باش كتحمي الزبناء ولا لا. كيفاش؟ كتلقى مثلا واحد السيد خدا كريدي واحد المؤسسه ديال القروض الصغرى وكيخلصها عن طريق البنك اللي هو فاتح فيه حساب. كنلقاو بعض المرات بانه كيتقطع عليه ديك الطريطه 2 مرات و3. ملي كيمشي عند البنكه ديالو تيقول له ودي خصك تحميني، تيقول له ودي لا راه كيكون داك الشيء مفتوح. المشكل فين كاين؟ هو الاغلبيه ديال الزبناء ديال ديال القروض الصغرى اغلبيه ناس اميين ما كيفيريفيوش، اما عن كسل واما ما عارفش.
شحال غيكون تقطع. واش في هذه الحاله هو خد القرض ولا كيكون مثلا واحد قرض باغ اكزومبل، خدت خد القرض ياك مم. كيتقطع له، ملي كيتقطع له كيخلصوا من البنكه ديالو اللي هو فاتح فيها حساب. تماما. بعض المرات كتمشي هذيك المؤسسه ديال القرض كتقتطع عليه 2 مرات في الشهر 3 تماما، يعني بدون حق. تماما. بدون حق. هادو منتشره بشكل كبير، علما بانه خصنا نحميو هذه الفئه ديال الزبناء، لانهم سوسيو كولتوريلمون نورمالمون باقي مساكن ما عارفينش، حتى دوك الواقع اللي كيقراوهم راه كتجيهم بحال الشينويه. شكرا. أول تفضل. Ayoub Ibn Fassah, les Échos. J'ai 2 questions. La première sur les créances non performantes. Je voudrais savoir, bon, tout à l'heure vous avez parlé de la montée des NPL, mais plutôt les NPL se stabilisent. Mais je voudrais savoir un peu les NPL auprès des TPME. Ils sont et là je parle évidemment sous votre supervision, est contenu artificiellement par les restructurations. Je voudrais savoir quelle est la part de crédit restructuré qui finit par être classé en défaut sur 12 mois. Première question. La deuxième, au sujet de la dernière ascension fulgurante du MASI, qui franchit à la hausse la barre des 19 000 points, et les analyses tablent sur le seuil des 20 000. Je voudrais savoir, en cas de correction, si correction il y a demain, quels sont les coussins contracycliques prévus pour stabiliser un peu, enfin, que prévoit BAM dans un tel cas? Très bien. Alors, on va déjà donner quelques éléments de réponse par rapport à cette deuxième série de questions. Et la première question concerne استقبال العملاء والزبائن في البنوك. فعلا احنا في اطار الدراسات اللي تنقوموا بها والعلاقات ديالنا مع البنوك لاحظنا بان هناك اشكاليه ديال الاستقبال، يعني نقدروا نديروا لو تور دو تابل ونهضروا على التجربه ديال كل واحد فينا مع الماركه ديالو، وهذا الشيء راه على المستوى العالمي زعما راه ديروا حتى واحد السيرفي على مستوى الدول الاخرى. هذه الاشكاليه زعما متداوله. حنايا باش نعالجوا هذه الاشكاليه اش عملنا مع البنوك؟ عملنا معهم درنا واحد المراسله راه تكون كانت في الصحافه اللي تتعلق بواحد الخلق احداث واحد اللجنه مشتركه مع البنوك وبنك المغرب، وهذه اللجنه غتتعمل على 4 العناصر. يعني هذه اللجنه تمت الاحداث ديالها ودارت الاجتماع ديالها وهي بصدد وضع هذا الاطار اللي غنتكلم عليه. اول حاجه تتعمل عليها هذه اللجنه هو وضع واحد الميثاق اللي فيه القواعد الدنيا اللي خص تحترمها البنوك في اطار استقبال الزبائن والعملاء. يعني باش نهضروا على الميثاق راه كاين واحد اللجنه تتبع ديالو اللي تتمكننا باش نعرفوا واش البنكات تيديروا تحترموا هذه الالتزامات اللي تكونوا في الميثاق ولا لا. يعني كاين هذا الميثاق وغادي يوحد بشكل على الصعيد البنكي بشكل عام جميع القواعد، يعني ما يكونش كل بنكه عندها القواعد الخاصه بها، يعني قواعد متداوله. والاكثر من ذلك ان هذا الميثاق ملي غادي نقوموا بالوضع ديالو راه غادي يكون غنوضعوه رهن اشاره الزبناء باش يعرفوا شنو هما الحقوق ديالهم اللي عندهم. يعني وهذا الميثاق هذا غادي يكون مام الزاميه انه يكون كل اجونس اللي تدخل تلقى الميثاق تفتحوا تعرف المسائل اللي تتخصوا في اطار التعامل ديال الناس اللي تعملوا في الوكاله معه. ثانيا كاين المساله اللي هضرت عليها في التقديم هو الميسري شوبينغ. دابا الميسري شوبينغ حنا دابا تنديروا المهمات التفتيشيه الميدانيه، تمشيو المفتشين ديالنا تنتقلوا للبنكات تنتقلوا مام الوكالات يشوفوا، ولكن ملي تنتقلوا راه تيمشي هو كبنك المغرب. يعني بعض المرات ما تيكونش هذاك السيد تعطي المعلومات ولا تيبين المسائل اللي تقدر تكون فيها اشكاليات بالنسبه للتعامل مع الزبون. لذلك تنوضعوا مع الوكالات ديالنا على الصعيد المملكه واحد البرنامج باش نقوموا بمهمات تفتيشيه ميسري شوبينغ. ما تيعنيش على الصفه ديالو، المفتش تيدخل وتيقول ليه بغيت نفتح حساب بغيت قرض بغيت، وتيشوف كيفاش تيتعامل معاه من ناحيه تعطيه واش تعطيه النصائح اللي خصو يعطيها ليه، تيحسو تعطيه المخاطر تقول لي لا خصك تاخذ مثلا لو تو فاريابل ولا تو فيكس وعلى شنو المخاطر ديال كل واحد فيهم. يعني كاين واحد واحد لوبليغاسيون واحد الالتزام. هادشي خدامين عليه دابا. هادشي انا تنهضر على المشروع اللي في اطار الدراسه وفي اطار التفعيل. وكاين المساله الثانيه والثالثه هي اللي تتعلق بالمؤشرات. كيفاش غنقدروا نتبعوا هاد الزبون هذا واش ساتيسفي او نو فيزافي دو لاجونس ديالو.
درنا واحد الدراسات وعملنا على وضع واحد العدد من المؤشرات اللي كل بنكه خاصها تستعملها وبشكل موحد باش تقول لنا واش الزبائن ديالها يسون ساتيسفي ولا لا، وشنو هو لو نيفو دو ساتيسفاكسيون. هذا غادي يكون حتى هو واحد تعميم على جميع البنوك من اجل وضع هذه المؤشرات وتتبعها، لان هذه المؤشرات ماشي اللي تتبعها تكون عن طريق واحد دي سيرفي، عن طريق دي زونكيت اللي تقوم بها واحد دي بريستاتير دو سيرفيس يكونوا انديبوندون باش المعلومات تكون موثوق منها ما تكونش فيها تدخل ولا تكون كونفليكتي. يعني هادو هما المسائل اللي تنعملوا عليها باش نحسنوا، مع العلم ان الاشكاليه تتفاقم ماشي من لان كاين عدد ديال الوكالات تتنقص، لان كاين هذاك الشيء ديال الرقمنه ديال الخدمات الماليه، وثانيا كاين حتى الخدمات الرقمنه الماليه اللي هن الزبائن عدد كبير عاوتاني من الزبائن. حنا اللي صرا تنستعملوا ما كناش نمشيو للوكاله. انا اخر مره مشيت للوكاله راه هذه واحد العام ونص حتى 18 شهر، كيفاه عدد من الناس يفضلوا يديروا المسائل عبر الوسائل عبر الابليكاسيون موبيل التطبيق. ماشي جمعنا زعما كاين واحد العدد الناس اللي تيمشيو، لذلك فبالاضافه الرقمنه، الاضافه لهذا الشيء ديال ميسر شوبينغ ديال المؤشرات وديال الميثاق، وبالاضافه لهذه العمليه اللي تقوم بها بنك المغرب من ناحيه عمليه التفتيش، غادي نتمنوا اننا ان شاء الله يكون واحد تعزيز ديال تحسين العلاقات بين الزبناء والوكالات ديالهم. وما نساوش بان كاين واحد المساله راه تقوم بها البنكات، يعني خصها تعزز بشكل اكبر، هي التكوين والتدريب ديال الناس اللي تكونوا في الوكالات باش يهضروا بواحد اللغه اللي مناسبه وتقنيه ومبسطه باش تفهم الزبون. نعم سيدي. Alors, d'abord, il y a il y a deux niveaux de contrôle, deux types de contrôle. Il y a le contrôle classique qu'on fait à travers les contrôleurs sur place au niveau de la supervision bancaire. Ce qu'on a présenté les résultats, les 18 missions qui portent sur plusieurs paramètres, et puis même la mission, qui est tout un cadre sous-jacent qui gouverne la mission en termes d'antériorité, de RBA, Risk-Based Approach. Bon, il y a tout un cadre. Par contre, les message shopping, surtout pour la partie protection de la client, c'est à travers les réseaux au niveau de chaque région. On a l'agence ou la succursale, le siège de Banque Maghreb au niveau de la région, avec un effectif. Avec l'effectif, on le forme pour faire ses missions. Ce qui fait, c'est un réseau qui est dense, et puis le personnel, il est suffisant pour le permettre. D'ailleurs, on l'a fait. Mais dans notre message shopping, mais parfois, lorsqu'on fait des missions qui portent sur la tarification, ou sur l'affichage, voilà, le personnel des agences, du siège, des succursales, il se déplace au niveau des agences avec un échantillonnage, bien sûr, pas toutes les agences, pour voir est-ce que effectivement qu'il y a l'affichage, est-ce qu'il y a une mise à jour, est-ce que voilà le truc mural, voilà, moi, dans tous les cas, tu vérifies la checklist des éléments. Ce qui fait dans le cas de Mr. Shopping, on aura plus de marge et plus de scope en termes de zone géographique pour le. La mise en œuvre, c'est dans le cadre interne de Banque Maghreb, la supervision bancaire avec les responsables de ces sièges, avec des séances de formation et un cadre, des termes de référence qui sont établis et qui donnent lieu à l'accomplissement de la mission au niveau de chaque agence. Prenons l'exemple de, je dis n'importe quoi, Tétouan ou la Tanja. Tanja, un siège au niveau de Tanger. Voilà, on va échantillonner les agences qui vont faire l'objet de contrôle. Et sur cette base, voilà, il y aura l'accomplissement de la mission selon des termes de référence qui sont établis par... Il y a une structure et de bout en bout, pour vous rassurer. C'est le S2, le deuxième semestre 2025. Voilà, le deuxième semestre 2025. Alors, passons à la partie Sortanaouia. Sortanaouia, les deux muta'atira. Alors, Sortanaouia, les deux muta'atira, qui m'a arrêté le stock ديال الدول المتعثره وصل 97 مليار ديال الدرهم، وهاد 97 مليار درهم نقدروا نعتبروا اللي هي 8.4% على اساس فردي و9% على اساس مجمع ديال الدول المتعثره بارابور لونكور جلوبال ديال القروض الممنوحه. هذا واحد العدد اللي هو كبير اللي خاص اللي تتقل كاهل البنوك، ميزانيه البنوك. لذلك هو على الصعيد الدولي كاين تجارب اللي سبقتنا في هذا المجال، كاين تجارب اللي باش يخفوا على البنوك ويساعدوهم باش يكونوا كونسونطري فوكسي على لا بارتي ديال الفينانسمون، لان البنكه خاصها تعطي دي فينانسمون اديسيونيل ليكونومي، خاصها او ميم طون تخفف على لا جيستيون ديال الريكوفرمون، تخفف عليها لو بروفيزيونمون، يعني كاين توت ان كادر. لذلك حنا في هذا الاطار في المغرب الانسترومون اللي كاين هو لا تيتريزاسيون، هي
titrisation اللي فيه tout un cadre qui est spécifique, mais en plus de la titrisation on veut mettre en place بغينا نحطوا حتى هاد la transférabilité directe. alors titrisation دابا حاليا حيت كاين الاطار القانوني ديالها كاين دي انفستيسور اللي يقدروا يشريوا هاد الديون المتعثره، وكاين واحد العدد ديال المتطلبات اللي خصهم يحترموها باش يقدروا ياخذوا هاد الديون ويمشيو حتى هما تيتكلفوا بالتحصيل ديالها، لانه تتكون عندهم واحد الاكسبرتيز، واحد التجربه وحنكه في مجال التحصيل تكونش عند البنكات، لانهم هما تيكونوا فوكسي تيكونوا سبيسياليزي. لذلك حنا باش نسهلوا الامر في اطار هاد خلق هاد السوق الثانوي عملنا على 4 ديال العناصر، باش ماشي على واحد الناس تيهضروا على العنصر ديال القانون. كاين القانون اللي عملناه اللي هو تيمكن من تفويت مباشر لهاد الديون المتعثره المستثمرين اللي تتكون عندهم واحد لابيتونس او ريسك اللي هي مهمه وتتمكنهم باش ياخذوا على عاتقهم التحصيل، يعني يقدر يحصل يقدر ما يحصلش، المساله تتخصو هو لان المخاطر تابعه ليه هو. ثانيا وضعنا احنا ما بدناش الاطار القانوني اللي تخص حمايه المستهلك، لان حمايه المستهلك عنده نفس الحمايه كما كان لو بورتور ديال لا كريونس، يكون بنكه ولا يكون انفستيسور الف ولا باء ولا هذا تيبقى عنده نفس الاطار ديال الحمايه. ثالثا كما قلت عملنا على 4 العناصر اللي فيه القانون، وفيه المساله ديال واحد الميثاق اخلاقيات فيما يخص تحصيل الديون المتعثره مع جميع البنوك وشركات التمويل المتخصصه. درنا واحد الميثاق في واحد العدد من الشروط من اجل التحصيل، يعني شروط تتعلق بالشفافيه تجاه المدين، تتعلق بامتى غادي يكون التحصيل، شنو المعلومات اللي خص ياخذها هذا المدين باش يعرف باش شنو هي لا كريونس، كومون لي كالكول، كيفاش تم الاحتساب ديالها. هذا وهذا الميثاق يعني وقعوا عليه البنكات وجبرناهم لزمناهم باش يفرضوا على شركات التحصيل اللي تعملوا معاها، يعني الشركاء ديالهم، لان هذاك شركات التحصيل ما عندناش حنا علاقه مباشره معاهم، لان النشاط هذا ما تخضعش لشي ريغولاسيون لا. لذلك ففرضنا على مؤسسه الائتمان انها تتفرض على البريستاتير دو سيرفيس ديالها اللي تعطوا هذه الخدمات في هذا المجال ديال التحصيل انهم تحترموا نفس الميثاق. يعني درنا هذا الميثاق ديال الاخلاقيات اللي تيمكن وتعطينا بعدا النظره حول ودرنا ريبورتينغ، عندنا واحد ريبورتينغ رفع التقارير من طرف البنوك اللي تتمكننا من تتبع مدى الاحترام ديالو. وكذلك حنا في الاطار ديال المقاربه ديال بنك المغرب ملي تنديروا واحد النص تيكون مثلا النص ديال القطاع اللي اتفق عليه، تنشوفوا واش هذاك النص خدم مزيان زعما الى تي ابسوربي باغ لي زوبيراتور. تندوزو المرحله الثانيه تنعطيو واحد الصيغه تنظيميه تولي تكست ريغلومونتير. بعد التكست ريغلومونتير تنبداو نديرو لي ميسيون دو كونترول سور بلاس باش نشوفوا واش لي بنك فعلا تحترموا هادشي اللي كاين في لي زونغاجمون التزامات كالالتزام اللي درناه في اطار ديال لي بيرسون سيتياسيون اشخاص في وضعيه اعاقه. لذلك فكاين هذا الاطار. وكاين ثالثا باش نعطيك المرحله اللي تتخص بالسوق الثانوي هو المسائل اللي تتهضر على البرودونسيال، لاسبي برودونسيال، المجال الاحترازي. يعني المجال الاحترازي راه هضرتي على كان واحد السؤال لي كريدي ريستركتوري زعما شنو هو لو نومبر شنو هو لو مونطون شنو هو حنا الكريدي ريستركتوري دابا حنايا اون ايت اون تران اون انجاجي واحد لا ريفورم ديال لا سيركولار 19 sur la classification des créances et leur provisionnement. وهاد لا كلاسيفيكاسيون غتدخل دو نوفو كريتير qui vont même qualifier le nombre de restructurations par rapport à la partie soit qualification en souffrance ou la bon quel que soit le cadre. Dans tous les on est en train de revoir et de durcir les règles concernant la qualification des niveaux de risque de crédit par rapport à des éléments qui concernent soit la situation globale du client, soit le nombre de restructurations, soit un certain nombre d'aspects qui sont en cours. On est en train de faire l'étude d'impact pour voir quel serait le lissage par rapport à la mise en œuvre de le texte réglementaire, du fait qu'elle aura un impact bien sûr sur l'activité bancaire. Ce qui fait de l'aspect de la restructuration, elle est intégrée au niveau de cette réforme. عاد كاين المجال الرابع في اطار خلق سوق ثانوي هو باش تخلق سوق ثانوي خص يجوك مستثمرين. وباش يجيو مستثمرين المستثمر شنو خاصو يفالوريزي لا كريونس، شحال غياخذها شحال غيشريها. الوغ هنا فين كاين واحد المسائل اللي خاص البنوك يقدوها على المستوى الداخلي اللي تتعلق بتنظيم المعلومات توفيرها. مثلا عندك واحد لا كريونس خاصك تكون عندك جميع المراحل ديال التحصيل، يكون عندك جميع الوثائق اللي تتعلق بالضمانات والى اخره. وهذه المسائل هذه ما سهلاش، يعني خاص الاي تي النظام المعلوماتي ديال البنكه يحصل عليه ويوفرها بسرعه باش تمكنوا باش يعطي لا فالوريزاسيون دو سيت كريونس. فوالا. وهذه تنهضروا دابا على باش نرجعوا لا بارتي هو الجانب ديال السؤال ديالك المهم هو حمايه المستهلك. يعني هذه المنظومه هذه
غتحمي المستهلك وغتبقى في نفس اطار الحمائي للمستهلك اللي هو تتخذ عليه الان مؤسسه الائتمان. يعني ما كاينش نقص في الحقوق ديالو في اطار هذا تفويت الديون متعثره الاداء. فوالا كاين المخاطر السبرانيه. المخاطر السبرانيه لاحظتوا بان في العالم كامل دابا المخاطر السبرانيه عنده واحد الاهميه قصوى، لان لا هضرنا بواحد الطريقه مبسطه. عندك ريسك ديال الكريدي ولا ريسك ديال الليكيديتي تتشوفوا جاي، تقدر تعطي اجراءات باش تتعامل معاه. المخاطر السبرانيه راه عندها واحد الضرر كبير، يعني حتى ان على الصعيد العالمي كاين بعض المؤسسات اللي عانت من هاد لي زاتاك سيبر. سكيفي حنا في البنك المغرب الحمد لله حتى الان وضعنا واحد الاطار تنظيمي من 2016 لحد الان، يعني من 2003 كان الاطار اللي وضعته المديريه العامه لنظم المعلومات التابعه لاداره الدفاع الوطني، وحنايا عملنا معها لان حنا coordonnateur sectoriel par rapport à la partie bancaire. Et en plus de ça, on a édicté des textes réglementaires. واحد في 2016 qui a instauré l'obligation de remonter les tests d'intrusion qui sont menés par les banques, qui devraient être remontés à Banque Maghreb, qui les challenge. Et après, on a mené en place, on a édicté un autre texte sur le recours au cloud, le cloud computing, parce qu'il s'agit vraiment d'éléments très importants qu'il faut adresser en termes de risque. ودرنا واحد plusieurs guidelines اللي درناهم ديال لو فيشينغ. تنخدموا دابا على واحد لو guideline sur la ransomware, comment les banques devraient traiter الله يحفظ en cas de ransomware. Bien sûr, c'est un texte d'abord qui fait l'objet d'une concertation, même avec la DGSI, du fait que, comme j'ai dit, on a amélioré, également renforcé la coordination avec cette direction. Et puis, il y a les textes qui sont en cours. D'abord, on a le projet de texte qui porte sur la résilience numérique, parce que la résilience, il y a la résilience cyber, ou le plus générique, c'est la résilience numérique, parce que la résilience numérique, elle intègre à la fois les problématiques informatiques ainsi que les attaques cyber. Le texte, il est en cours de finalisation, Inch'Allah. Elle est prévue pour fin 2025. C'est un texte qui s'inspire de DORA, voilà la directive européenne, qui permet de mettre en place tout un cadre de renforcement. Ce qui fait, sur le plan réglementaire, voilà, on est en train de compléter, parachever le cadre réglementaire. Sur le plan opérationnel, en termes de contrôle, il y a des missions de contrôle qui sont menées en lien avec la cyber, avec la partie résilience en termes de cybersécurité, et qui donnent lieu à des plans d'action qui sont suivis, même parfois des actions coercitives qui sont initiées vis-à-vis de ces établissements. Au troisième élément, le cadre, le système global de suivi de ce risque, il y a la coordination avec toutes les parties prenantes, notamment la Direction générale de la sécurité système d'information. Et puis, voilà, il y a eu l'organisation depuis lundi, sur 3 jours, le séminaire par Banque Maghreb et l'association des banques centrales des pays africains, Banque centrale africaine, et qui a porté sur la cybersécurité sur 3 jours et qui a donné lieu même à des recommandations en termes de mutualisation, partage d'informations, en termes de renforcement des capacités, en termes voilà, de mise en place d'une harmonisation en termes de règlement. Ce qui fait qu'il y a tout un cadre qui est suivi au niveau Maroc, au niveau continental, nos homologues africains, et puis sans oublier que la cybersécurité, elle fait l'objet de missions conjointes avec nos homologues au niveau de l'Afrique. Il y a des missions qui sont menées au niveau d'un certain nombre de pays africains, au niveau des filiales, pour nous permettre de suivre et de assesser le niveau de protection des filiales, à la fois la banque mère, dimension groupe, avec la filiale au niveau des LPR. Ce qui fait c'est un risque qui est bien suivi, mais encore faut-il être anticipatif en termes de renforcement du cadre de suivi, de renforcement de la capacité à la fois des régulateurs superviseurs et également des opérateurs. Voilà, le crowdfunding. Le crowdfunding, alors, on a octroyé 3 agréments. 3 agréments, un agrément large, et le crowdfunding qui relève de Banque Maghreb, parce qu'il y a les 3 types d'activités. Il y a le prêt, le don et l'equity. Alors l'equity, ça relève de l'autorité marocaine marché de capitaux. À date d'aujourd'hui, pas d'agrément accordé par la MMC concernant l'equity. Alors les 3 structures qui ont été agréées par Banque Maghreb, 2 avec un agrément large, qui n'ont pas encore commencé l'activité, et une structure qui a déjà commencé l'activité, qui est spécialisée en dons. Ce qu'il faut retenir, c'est que après avoir adopté la loi, les textes d'application, il y a un travail immense, huge, qui a été fait par Banque Maghreb avec les banques. Parce que pour pouvoir opérationnaliser, il fallait créer un compte centralisateur. Alors le compte centralisateur au niveau des banques, voilà, qui va, la SCF, la Société de financement collaboratif, il va recevoir des dons ou des contributions par rapport à un financement. Il doit les mettre au niveau d'un compte.
un compte centralisateur. Et ce compte centralisateur, il doit recevoir les paiements d'une manière digitalisée, par carte, par application mobile. Alors la problématique qui se posait sur le plan opérationnel, c'est qu'il n'y a pas un compte qui est déjà un produit adapté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un cadre réglementaire qui a été conçu par Banque Maghreb, également opérationnel par les banques, pour pouvoir créer un compte centralisateur avec des règles de fonctionnement harmonisées. Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place le guideline qui a été partagé avec toutes les banques par rapport aux démarches à suivre pour créer le compte centralisateur. Parce qu'il doit être protégé vis-à-vis ATD, le compte, il le reçoit, mais il doit recevoir également la partie contribution où il doit recevoir les paiements des échéances. Ce qui fait le cadre qui a pris du temps au niveau des banques parce qu'il s'agit d'un élément qui doit être bien conçu pour pouvoir opérationnaliser l'activité. D'abord, les deux autres qui devraient opérationnaliser l'activité. Voilà, c'est un élément qui relève du fait que pour opérationnaliser l'activité, il faut mettre en place l'IT, la partie ressources humaines, la partie plateforme, la digitalisation, la publicité. C'est des éléments qui relèvent de ces opérateurs qui devraient lancer l'activité. Là, on suit de près. Mais par contre, par rapport au bilan, c'est très tôt de dresser un bilan. Du fait qu'il y a un seul opérateur, je pense qu'il a fait quelques opérations. Voilà. Et nous, on est en train de mettre en place tout le cadre de contrôle, parce qu'il s'agit même de la construction d'un cadre de suivi, de supervision à travers des reportings au niveau de Banque Maghreb qu'on est en train de mettre en place. Mais le plus important pour nous, c'est que déjà, le cadre soit légal, réglementaire, opérationnel était finalisé. Maintenant, it's upon to des opérateurs. Ça relève des opérateurs de lancer l'activité. Alors, les bénéficiaires, ce qui a été lancé par la plateforme déjà opérationnelle, c'est des opérations de dons. Il y a des associations qui protègent les personnes en situation de handicap qui étaient bénéficiaires. Sans citer les noms, on pouvait même les retrouver rapidement au niveau du portail Internet de la structure, parce que le cadre réglementaire, il prévoit un reporting à faire afficher par la plateforme au niveau de son portail Internet. Nombre de projets financés, le taux de cotisation, est-ce que le niveau a été atteint, pas atteint, voilà, le suivi même de la mise en place du projet par le bénéficiaire lui-même. C'est-à-dire si quelqu'un qui reçoit des dons, il veut mettre en place, construire une maison pour les orphelins, voilà, la structure, la plateforme, il doit suivre, il doit donner même des indications par rapport à la finalisation des projets au niveau de son portail. Ce qui fait il y a une traçabilité pour permettre aux gens qui veulent faire des dons d'être rassurés par rapport à la destination de ces fonds. Voilà. Alors, rapidement, حماية قلنا استخلاص مستحقات الميكروكريدي ولا الشركات متناهية الصغر والجمعيات اللي تعطي القروض الصغرى. احنا في الاول هضرنا على القنوات ديال الشكايات. كاين 3 القنوات. يعني حنا تنتوصلوا بالشكايات اللي تتعلق بزبائن جمعيات القروض الصغرى فيما يخص اداء القروض وفيما يخص حتى المساله ديال التعامل ديال الوكالات. لذلك فاحنا عندنا عدد من المؤشرات، ما عندناش شي اليرت اللي تتعلق بهذه النوعيات ديال الشكايات، ما عندناش. ولكن هذا السيد هذا ولا هذا العدد ديال الناس عندهم امكانيه، لان النصوص التنظيميه تتعلق بوضع وحده لمعالجه الشكايات تتخص المؤسسات اللي تدير التمويل الاصغر، حتى هما عندهم لوبليغاسيون، عندهم الالزاميه ان يكون عندهم وحده تتعالج. انا نكمل لك القانونيه. الوغ من الناحيه القانونيه كاين واحد جوج نوعين ديال المعالجات. كاين المعالجه ديال البنك المغرب اللي لا توصلت بالشكايه انها تتعالجها على اساس تنظيمي، يعني خصها تاخذ المعلومه باش تعرف السبب، خصها تعرف التفسير. لكن مستحقات تم الاستخلاص ديالها مرتين بدون حق، تناخذ المعلومات غالبا ملي تناخذ المعلومات من عند المؤسسه وتلقى بان الاستخلاص تم بدون حق ترجع الفلوس. اما بعض المرات تيكون واحد الاشكاليات اللي حنا نقدروا نتكلموا عليها، لان ما تتخصش الجمعيات القروض الصغرى، تتخص كذلك البنوك. تلقاو بعض الاحيان بان كاينه واحد المستحقات اللي لم يتم استخلاصها في الوقت ديالها، كان مشكل ديال النظام المعلوماتي. لذلك البنك ولا شركه التمويل الصغرى تتقوم بالاستخلاص ديالها. يعني الزبون ملي توصل استخلاصين في واحد الشهر يعني غادي يقوم بشكوى، لانه كما قلتي ما تبعش. ولكن هذا الشيء قانونيا لما كانش مستحق خصو يرجع الفلوس. يعني كان امكانيه حتى انه فيها مساله ديال المسؤوليه، يعني هذا الشخص هذا مشى حتى للمحكمه
راه يقدر ياخذ مثلا تعويضات لان القضيه تمت بدون حق. لذلك فحنايا فين تنتوصلوا بهذه الشكايات تنعالجوها، ولحد الان راه البنوك ولا مؤسسات التمويل الاصغر ولا شركات التمويل المتخصصه في القروض الاستهلاك والى اخره زعما تيرجعوا الفلوس اللي كانت الاستخلاص بدون حق. زعما هذه المساله نقدر ناكد لك بانها مساله زعما اليمونتير بالنسبه لنا. فين كاين دابا نورمالمون بالنسبه للشركه ديال القروض ملي كتعطى لها الفلاس تعطى كدير لك واحد ماجوراسيون، ولكن ملي كتاخذها ليا ما كتعطينيش ماجوراسيون الاولى. ثاني حاجه اللي كاين واش الابناء الزام الابناء انها تولي تتبع تتحمل الكليون ديالها تتبع تشوف مثلا هاد الكليون حاط حساب ديالو عندها انه تعرف بانه راه السيد راه خلص، هاد السيد راه خلص راه مخلص الطريطه ديالو، ما خصهاش تقطع عليه تحبس. ملي تبغي تجي هذاك الميكرو كريدي تبغي تقطع عليه تحبس، تقول لا ما تقطعيش ليه راه ديجا خلصك. الى اي مدى يمكنكم تخدموا على هاد المساله هذه؟ لا تماما كما قلت لك بان كاين نظام معلوماتي لكل مؤسسه كما كان جمعيه قروض الصغرى او بنكه او الى اخره. بعض المرات توقعوا مشاكل في النظام المعلوماتي، لان هذا هو اللي تنعطيك انايا النتيجه ديال التحليل ديالنا لبعض الشكايات اللي تتعلق بهذه المساله. يعني ما تيكونش عندهم ولا تيكون شي باغ ولا هذا اللي تؤدي ان تكون الاستخلاص مرتين. لذلك تندخلوا وفي جميع الحالات اللي يتم معالجتهم من طرف بنك المغرب يتم استرجاع الاموال الغير مستحقه. وفي هذا الاطار هذا تنهضروا على الاطار القانوني. الاطار القانوني يعني هذا الشخص هذا في حاله ما اذا مشى الاجهزه القضائيه راه عنده الامكانيات، لان دابا المبدا القانوني العام ان الانسان لا حس بالضرر وعنده واحد لو مونكا غاني راه تيقدر يطلب التعويض ديالو. يعني القانون دستوريا تيعطيه الامكانيه لاي زبون. لذلك فتنظن حنايا من خلال النتائج ديال التحصيل وحتى اننا في التقرير ديال البنك المغربي حول الاشراف البنكي تنعطيو بعض المستخلصات ديال تحليل الشكايات، تنعطيو شنو هما لي تيبولوجي النوعيه ديال الشكايه، وتنعطيو من الاشكاليات اللي تتكون متداوله ولا متواتره، تكون لا ريكورونس بارابور ا دي ريكلاماسيون. لذلك لاحظتي بنك المغرب ان فوا يلقى بان هناك تواتر في بعض النوعيات من الشكايات تياخذ دي ميزور، تياخذ دي زاكسيون. اما لي زاكسيون تيكونوا ريغلومونتير تنخرجوا نصوص تنظيميه. لاحظتي في الكلوتور دو كونت في غلق الحسابات خدينا دي تكست ريغلومونتير باش يكونوا امبوزابل، يكونوا بايندين تجاه البنوك. ولا تنديروا لا كومونيكاسيون دايوغ مع نوتر ديبارتمون دو كومونيكاسيون. On fait beaucoup de communication, d'ailleurs même dans le traitement des réclamations, on a fait l'objet de visuels, de guides, et ils sont publiés sur les réseaux sociaux, sur le site internet de Banque Maghreb. حتى أن مشيتي مثلا لو بورتال انترنت دو بنك المغرب راه تلقى واحد المعلومات اللي حنا تنظنوا حيت باسكو كنديروا التحيين ديالها بطريقه دوليه، يعني معلومات كافيه باش تعطي جميع المسائل توعي الانسان على الحقوق ديالو. ولكن ما تمنعش بان هذه المساله ديال حمايه المستهلك خصها ديما التحيين، خصها واحد لا كومونيكاسيون بشكل متواصل. لذلك هذا هو العمل اللي تنقوموا به في اطار بنك المغرب. بالنسبه للدليل اللي غادي يدار دابا في الابناك، الدليل ديال التوعيه والتحسيس ديال لي كليون اللي غيدار دابا الدليل، واش لو جيد واش مثلا غيكون فيه ضمن فيه مثلا لي سيرفيس غراتوي ديال البنكات، حيت المرات كيكونوا بارفوا دي سيرفيس غراتوي كيقطعوا البنكات تماما. باش ناكد لك مباشره لو جيد درناه راه خرج الدليل اللي تتعلق بالعناصر المرتبطه. كاين في لو سيت انترنت، كاين في كل شيء في لي كانو ديجيتو في غوشيرش دابا ولا بيربلكسيتي تعطيك فوالا. يعني ما وحتى ان هذا لو جيد اش فيه راه فيه واحد الملخص مبسط العنصر المتعلق بحمايه المستهلك في كل نقطه. مثلا كما قلتي مجانيه الخدمات البنكيه، وتعطيك واحد الكيو ار تديرو تعطيك النص كامل لو ديتاي. يعني احنا استعملنا حتى الوسائل التكنولوجيه باش نسهلوا الولوج المعلومه من طرف الزبائن المستعملين الخدمات البنكيه. وتنظن بان انتهينا، وتنعودوا الشكر ديالكم، وان شاء الله البروشان رابور 22e édition ان شاء الله.